La tristesse ne prévient ni ne demande la permission. Elle apparaît, s'installe et peut te laisser sentir que tout ce que tu fais n'a aucun sens. Peu importe qui tu es ou combien tu as accompli, personne n'est exempt de ce poids silencieux qui te fait douter de toi-même, te paralyse et te vole ton élan. Pour beaucoup, la réaction automatique est de la rejeter, de la cacher ou de faire semblant qu'elle n'existe pas, comme si l'ignorer la faisait disparaître. Mais ce déni ne fait que multiplier le poids, transforme la douleur en un mur et pire encore, te rend prisonnier de tes propres émotions. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu comme une chirurgie sans anesthésie. Il ne adoucit pas la réalité, il l'expose. Il dit avec brutalité que ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta vie, mais ce que tu en fais. Que la différence entre sombrer et en sortir plus fort réside dans la façon dont tu choisis d'interpréter chaque coup. Personne ne va te sauver de ta tristesse, c'est la vérité inconfortable. Et tant que tu ne reconnais pas que la responsabilité de ton état émotionnel t'appartient, tu continueras à répéter le même cycle. La douleur peut être un maître ou une condamnation, et cela dépend de toi. Il ne s'agit pas d'éliminer la tristesse, mais de transformer la manière dont tu l'affrontes. Si tu cherches des formules magiques, il n'y en a pas. Mais il existe des outils et des principes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour cesser d'être esclave de ce que tu ressens et commencer à construire de la joie, même au milieu de la difficulté. Ce que tu ne transformes pas, tu le répètes. C'est ici que commence le véritable entraînement. Moins d'excuses, plus d'action consciente. 1. Redéfinis ta relation avec la tristesse. La tristesse ne va pas disparaître simplement parce que tu l'ignores ou parce que tu te dis que tu es fort. Il ne suffit pas de se distraire ni de la déguiser en indifférence. La plupart des gens fuient leur tristesse, la cachent sous le tapis de la routine, espérant que le temps fasse le sale boulot. Mais le temps ne guérit pas ce que tu refuses de regarder en face. Alors, arrête de te mentir. Ta relation avec la tristesse est ta responsabilité. Personne d'autre ne va la guérir pour toi, ni te sauver de cette inconfortable situation que tu évites tant. Chaque fois que tu te justifies en disant que c'est comme ça la vie ou que personne ne me comprend, tu t'enchaînes un peu plus à ce poids émotionnel et tu transformes la tristesse en une habitude, en une excuse pour l'inaction. C'est dur à admettre, mais souvent tu préfères rester dans la douleur connue plutôt que d'oser la transformer. Le victimisme est confortable, mais il te vole ta dignité. Accepter la tristesse ne signifie pas se rendre ni se résigner. Cela signifie décider de ce que tu vas faire avec ce que tu ressens et cesser d'agir comme si tu étais un spectateur passif de ta propre douleur. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Arrête de te demander pourquoi cela t'arrive et commence à te demander ce que tu vas construire avec ce qui t'arrive. Chaque émotion négative est un signal qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'attention, et si tu la caches ou la nies, tu alimentes un mécanisme mental qui te sépare de ta propre force. La tristesse est une alarme, pas une condamnation. Il te revient de redéfinir ce lien, cesser de la voir comme un fardeau éternel et commencer à la comprendre comme une opportunité d'ajuster ta façon de vivre, de penser et d'agir. Ne tombe pas non plus dans le piège bon marché de croire que ressentir de la tristesse te rend plus profond ou spécial. Ce romantisme ne fait que perpétuer l'idée que la souffrance est ton identité. La tristesse peut t'apprendre, mais seulement si tu as le courage de l'affronter sans embellissement ni drame. Il faut une honnêteté brutale. Reconnais ce que tu ressens, nomme-le, cesse de le cacher et prends des décisions inconfortables. Je ne suis pas ma tristesse. Répète-le jusqu'à ce que tu y crois. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler la manière dont tu te relies à tes états internes. Si tu permets à la tristesse d'être ton filtre, tu déformes tout ce que tu vois et fais. Si tu l'affrontes et apprends ce qu'elle vient te montrer, tu reprends le contrôle sur ton énergie et ta direction. Cesse d'attendre que l'humeur revienne par magie. Le premier pas est toujours de redéfinir la narration interne. La tristesse n'est pas la fin, c'est un tournant. Ta vie ne s'améliore pas si tu continues à alimenter des pensées défaitistes. Elle s'améliore lorsque tu assumes la responsabilité de réinterpréter ce que tu ressens.
Personne ne va faire ce travail pour toi. Le véritable changement commence lorsque tu cesses de négocier avec tes excuses et choisis avec fermeté une nouvelle norme pour ton bien-être émotionnel. Ne te contente pas de survivre. Tu mérites d'avancer, mais seulement si tu le décides par des actes, pas par des désirs. 2. Choisis consciemment comment tu interprètes ce qui se passe. Tu te réveilles avec l'estomac noué parce que tu te souviens de ce qui s'est passé hier ou de l'inquiétude que tu as pour demain. Tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu te regardes dans le miroir et là, c'est là, cette sensation que la journée commence en pente. Tu commences à passer en revue mentalement tes tâches, les mots qu'on t'a dit, les choses qui se sont mal passées, et sans t'en rendre compte, ton humeur est déjà conditionnée. Tu ne te demandes pas pourquoi tu te sens ainsi, tu l'acceptes simplement comme le fond de ta journée, comme si la tristesse était un mur inévitable. Mais personne ne t'a appris qu'entre ce qui se passe et ce que tu ressens, il y a un espace que l'on appelle interprétation, et cet espace t'appartient. Personne ne peut l'occuper à ta place. Ce que tu en fais détermine si aujourd'hui tu te noies ou tu te relèves. Si tu laisses ton esprit fonctionner en automatique, tu vas vivre en filtrant la réalité à travers le prisme de tes anciennes douleurs. Chaque mot d'autrui, chaque geste, chaque souvenir passe par un mécanisme qui décide si tu le prends comme une offense, une défaite, une confirmation de tes peurs ou une opportunité de grandir. La plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce processus, et ainsi, jour après jour, ils renforcent le même schéma. Tu vois ce que tu t'attends à voir, tu ressens ce que tu crois mériter, et tu répètes l'histoire qui te convient le mieux pour justifier ton état actuel. L'interprétation n'est pas neutre, c'est un investissement d'énergie. Tu passes ta vie à croire que tu réagis à ce qui t'arrive, alors qu'en réalité, tu réagis à ce que tu penses de ce qui t'arrive. Et cette nuance change tout. Le stoïcisme ne te dit pas de devenir de pierre. Il te parle de liberté, liberté de décider comment tu comprends ce qui t'arrive, même au milieu de la douleur. Tu peux choisir si un échec est un signe que tu ne sers à rien ou une opportunité d'ajuster ta trajectoire. Tu peux décider si une perte est le début de la fin ou le commencement d'une nouvelle étape. Chaque fois que tu choisis consciemment comment interpréter un fait, tu diminues le pouvoir de la tristesse automatique et tu récupères un peu de contrôle sur ton humeur. Si tu ne t'entraînes pas à ce muscle mental, la vie va te traîner selon le climat émotionnel du jour. Mais si tu assumes le coup de penser différemment, tu deviens le protagoniste de ton propre processus. Je ne te demande pas de te mentir ni de peindre tout en optimisme forcé. Je te demande d'observer avec une brutalité honnête quelle histoire tu te racontes et si cette histoire te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu souhaites. La tristesse, souvent, ne vient pas de ce que tu perds, mais de l'interprétation rigide et fataliste que tu choisis sans t'en rendre compte. Ce qui se passe est une chose, ce que cela signifie pour toi en est une autre. Et là se trouve le pouvoir. Tu peux toujours réécrire le sens. Choisis encore et encore le sens que tu donnes à ce que tu vis. Personne ne peut te ravir cette liberté. Ce n'est pas de la magie, c'est une pratique quotidienne. Change ton interprétation et ta réalité changera. 3. Entraîne ton attention dans le présent. Je reconnais que mon esprit a tendance à fuir le présent comme quelqu'un qui veut éviter de regarder une facture impayée. C'est inconfortable de l'admettre, mais j'ai cette tendance automatique à ressasser ce qui ne s'est pas bien passé, à anticiper des problèmes qui n'existent pas encore, ou à porter des scènes anciennes comme s'il s'agissait d'une sorte de dette émotionnelle que je n'ai pas encore réglée. Mon attention, sans discipline, se disperse. Une partie reste coincée dans ce que je ne peux pas changer du passé, une autre se projette dans des scénarios imaginaires de l'avenir, et ce qui reste pour le présent n'est qu'un fragment d'énergie, toujours insuffisant. Ce n'est pas quelque chose qui se produit par hasard, ni une faiblesse personnelle. C'est le résultat d'années d'habitudes mentales mal entraînées. Cela fonctionne comme un réflexe. Face à la douleur, à l'ennui ou à l'inconfort, l'esprit s'enfuit vers ce qu'il pense être un soulagement. Mais en réalité,
cela ne fait que retarder la confrontation réelle avec ce que nous devons vivre maintenant. Si tu prends le temps d'analyser cela, tu verras que la tristesse se nourrit précisément de cette fuite de l'attention. Lorsque tu n'es pas dans le présent, tu deviens otage de ce qui est déjà passé ou de ce que tu crains qu'il arrive. L'anxiété et la mélancolie ne sont rien d'autre que le prix que tu paies pour être divisé entre 1000 pensées, au lieu de mettre toute ta volonté dans ce qui est réel, cet instant. Le présent n'est pas toujours confortable, ni n'a de réponse facile, mais c'est le seul terrain où tu peux prendre des décisions et transformer quelque chose. Tout le reste est spéculation qui épuise. En fait, chaque fois que tu te surprends à revivre le passé ou à imaginer un désastre futur, tu utilises ton attention, ta ressource la plus précieuse, pour renforcer des émotions qui n'ajoutent rien, elles ne font que soustraire. Entraîner l'attention dans le présent est, au fond, un acte d'autodiscipline et de respect pour ta propre vie. Personne ne va te donner cette approche, et ce n'est pas une question de répéter des phrases superficielles sur « vivre l'instant ». Il s'agit d'un travail mental conscient. Chaque fois que tu te surprends à fuir le maintenant, tu dois rediriger ton énergie, sans négociation, comme quelqu'un qui entraîne un muscle qui a été atrophié pendant des années. C'est inconfortable au début parce que le cerveau préférerait rester dans le drame connu ou la peur anticipée. Mais la réalité est que le bonheur ne se construit que lorsque tu assumes la responsabilité d'être ici, avec tout ce que cela implique. La présence est la base de la paix intérieure. Le reste est du bruit qui te distrait de l'essentiel. Si tu parviens à maintenir ton attention sur ce qui se passe, sur tes sensations, tes actions, tes véritables besoins, tu démontes le mécanisme qui alimente la tristesse chronique. Cesse d'hypothéquer ton bien-être sur la base de ce que tu ne peux plus modifier ou de ce qui n'est même pas sûr d'arriver. Être présent, c'est choisir, encore et encore, la vie réelle plutôt que les fantasmes mentaux qui ne font que fatiguer. Si tu veux retrouver la joie, commence par discipliner ton attention. La vie ne se passe que maintenant. 4. Agis, même si la motivation est minimale. Il y a des jours où la vie ressemble à une pièce dans l'obscurité, où tout semble immobile et l'air devient lourd. Tu observes l'horloge, les heures passent comme si elles ne t'appartenaient pas, et chaque mouvement semble coûter le double, comme si la tristesse t'avait mis un gilet de plomb. Le corps se sent maladroit, les épaules tombent, le regard reste fixé sur un point, presque sans cligner des yeux. La motivation n'arrive pas. Elle ne répond même pas aux appels mentaux. Il n'y a qu'une inertie dense, une résistance invisible qui t'attache à la chaise, au lit ou aux mêmes routines sans âme. Mais ce que presque personne ne te dit, c'est que attendre de ressentir l'envie de bouger est un piège. La motivation n'est pas un billet d'entrée, c'est une conséquence. Personne ne se sent inspiré avant de commencer. C'est seulement après avoir fait les premiers pas que l'enthousiasme commence à se réveiller timidement, comme un muscle froid qui ne s'active que lorsque tu l'utilises. Il n'y a pas de magie là-dedans, juste de la physique. L'énergie se crée dans le mouvement, pas dans l'attente. Observe les gestes de ton corps lorsque tu décides de te lever sans envie. Le pied qui touche le sol, les doigts qui cherchent un soutien, le dos qui se redresse peu à peu. C'est un acte simple, presque insignifiant. Mais dans ce geste minimal, tu es déjà en train de reprendre du terrain. Chaque action, même si elle semble petite, est une rupture dans l'inertie. L'eau stagnante se gâte, mais une goutte en mouvement commence déjà à tout changer. Pas besoin de ressentir de l'enthousiasme. Il suffit de te lever et de faire une chose, même si c'est mécanique. Faire le lit, ouvrir la fenêtre, prendre un verre d'eau froide, sortir, marcher même 5 minutes. Il ne s'agit pas de feindre la joie, ni de forcer un sourire vide, mais de comprendre que la vie se réactive dans l'action, pas dans la contemplation passive du malaise. Le stoïcisme t'enseigne que le véritable contrôle commence par ce que tu fais, pas par ce que tu ressens. L'humeur est volatile, mais l'action t'appartient. Fais quelque chose, même si c'est minime, car ce micro-mouvement est le point de basculement qui change la trajectoire de la journée.
Ne sous-estime pas le pouvoir du petit. La somme de gestes simples, répétés avec discipline, est ce qui reconstruit la confiance et affaiblit la tristesse. Attendre d'avoir envie, c'est céder le gouvernail à l'apathie. Le corps, tout comme l'esprit, a besoin de signaux clairs que tu ne t'es pas rendu. Action avant motivation, toujours. La différence entre avancer et rester bloqué dépend rarement de grandes décisions. Elle dépend du courage de bouger lorsque ton esprit te murmure que cela n'a pas de sens. Fais-le quand même. Tu n'as pas besoin de te sentir fort pour commencer. Tu as besoin de commencer pour retrouver la force. Le mouvement vainc la tristesse, même lentement. Tu décides si tu restes à attendre des miracles ou si tu transformes chaque petit acte en une déclaration de rébellion. Ne sous-estime pas la valeur d'un seul pas. Un pas peut être tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. 5. Fais du mouvement physique une habitude quotidienne. Le corps qui ne bouge pas devient une prison. C'est la vérité que personne ne veut entendre lorsque la tristesse te paralyse et que tu préfères rester immobile, attendant que le moral vienne te sauver. Mais cela ne va pas arriver. Croire que tu peux penser ou te sentir mieux sans bouger un seul muscle est une fantaisie qui ne fait que prolonger la stagnation. Le mouvement physique n'est pas un luxe, ni une suggestion amicale. C'est un ordre biologique et psychologique. Il ne s'agit pas d'avoir envie, il s'agit de réaliser que ton corps est l'interrupteur principal de ton énergie émotionnelle. Si tu te résignes à des journées entières de sédentarité, ne te trompe pas en croyant que la tristesse est quelque chose de mystique qui vient de l'extérieur. L'inertie est la meilleure amie de la mélancolie chronique. Si tu ne bouges pas, tu te flétris, et tout le reste ne sont que des excuses qui sonnent sophistiquées, mais ne masquent que de la paresse et de l'autocompassion. La discipline du mouvement quotidien n'est pas négociable si tu veux vraiment sortir du trou. Tu peux lire tous les livres de développement personnel que tu veux, répéter des affirmations jusqu'à perdre ta voix, parler sans arrêt de tes intentions de changement. Rien de tout cela ne remplace le signal brutal et direct que ton cerveau reçoit lorsque tu décides d'utiliser ton corps, même sans aucune envie. Chaque pas, chaque étirement, chaque exercice est une déclaration de guerre contre l'habitude de te laisser sombrer dans ta propre torpeur. Tu n'as pas besoin d'équipement de gym ni de routine héroïque. Tu as besoin de courage pour te lever, même si c'est juste pour marcher 10 minutes, même si tu n'arrives qu'à t'étirer sur le sol et à sentir le poids de ton corps. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Tous les jours, sans négocier, même si c'est minime, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. La constance tue la paralysie. Arrête de te vendre l'idée que tu es une victime de tes émotions lorsque tu n'es même pas capable de discipliner ton corps. Le mouvement physique est le pont entre l'esprit et la réalité. Si tu ne le traverses pas, tu restes piégé dans des théories et des fantasmes de changement qui ne se produisent jamais. Un corps entraîné à bouger sous n'importe quel état émotionnel est un corps qui se souvient comment se rebeller contre la tristesse automatique. Si ta routine est toujours celle de la passivité, ton moral répondra avec la même apathie. Ne cherche pas de solution magique. Le seul miracle est la somme quotidienne d'actions physiques réelles. La douleur du premier mouvement est plus légère que la douleur de rester immobile. Assez de te justifier avec des histoires de fatigue éternelle ou de manque de motivation. La fatigue que tu ressens est souvent juste le prix à payer pour maintenir une routine qui ne défie ni ta biologie ni ton caractère. Le mouvement physique est la preuve concrète que tu ne t'es pas rendu. Si tu veux de la dignité, montre-la dans tes actions, pas dans des discours. L'énergie ne se mendie pas, elle se génère. Lève-toi, fais le même si ça fait mal. Franchis le seuil de l'inertie et transforme-le en habitude. Personne ne va bouger pour toi. Là où l'excuse s'arrête, le véritable changement commence. 6. Pratique la gratitude, même dans les jours sombres. La vérité est simple et brutale. Si tu n'entraînes pas la gratitude, tu deviens otage de ce qui te manque.
Peu importe à quel point tu es intelligent, ni combien de livres tu as lus sur le développement personnel. Si ton esprit ne répète que ce qui ne va pas et ce que tu as perdu, tu finis par accumuler une vision du monde où tout semble être une dette impossible à rembourser. La tristesse profite de cette négligence. Elle sème l'idée que rien n'est suffisant, que la vie te doit quelque chose et que ton côté le plus vulnérable est toujours perdant. Mais la réalité est qu'aucun changement profond ne se produit tant que tu continues à énumérer tes manques et à ruminer ce que tu n'as pas. La gratitude n'est pas un luxe pour des optimistes naïfs, c'est une discipline mentale et émotionnelle qui se gagne à la sueur de son front, surtout quand il te coûte le plus de trouver des raisons de remercier. Parfois, tu te découvres, sans t'en rendre compte, à regarder la vie avec une loupe déformante, où tu ne vois que les fractures, les erreurs, les trahisons, tout ce qui a mal tourné. Il est facile de rester piégé dans ce mécanisme, car le cerveau est conçu pour détecter les menaces et les problèmes. C'est un biais de survie, mais pas de plénitude. Le problème survient lorsque tu transformes cette habitude en ta seule façon de regarder. Tu finis par croire que la tristesse est inévitable et que la gratitude n'est qu'une fantaisie superficielle. Cependant, ce qui transforme vraiment ton expérience, c'est la décision consciente de chercher de petits faits, des détails minimes, qui brisent ce filtre négatif. Il ne s'agit pas de nier la difficulté, ni d'inventer de fausses raisons pour te sentir mieux, mais d'entraîner l'esprit à reconnaître que, même dans les jours sombres, il existe des fragments de valeur et des moments qui méritent d'être honorés. Remercier n'élimine pas la douleur, mais cela t'empêche de rester défini par elle. Remets en question cet élan intérieur à mépriser ce que tu as, parce que cela ne correspond pas à tes attentes. Cette insatisfaction chronique est, bien souvent, un piège mental qui te vole l'opportunité de te connecter à la réalité. La gratitude est une forme de rébellion contre cette narration de manque. C'est dire à ton esprit: tu n'es pas seulement ce qui te manque, tu es aussi tout ce que tu as déjà surmonté. Si chaque matin tu choisis, ne serait-ce qu'une minute, de reconnaître une seule chose qui reste debout, un ami qui demeure, la capacité de respirer, un souvenir qui te soutient, un petit accomplissement qui semblait impossible hier, tu commences à affaiblir le système interne qui alimente la tristesse automatique. La gratitude est une discipline, pas un état d'esprit passager. Entraîne-la comme on renforce un muscle qui a été atrophié trop longtemps. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout s'améliore pour la pratiquer. En fait, les jours les plus difficiles sont ceux qui l'exigent le plus. La gratitude est l'outil qui recalibre ta perception et te redonne ta dignité, car elle t'oblige à cesser de mesurer ta vie uniquement par les douleurs et les pertes. Parfois, remercier est l'acte le plus courageux, car cela défie la logique du ressentiment et de la plainte. Décide, sans négocier, de chercher ce qui reste encore, ce qui peut encore croître, ce qui mérite encore ton respect. La gratitude n'est pas du conformisme, c'est de la clarté. C'est se rappeler que, même si la tristesse insiste pour te réciter sa liste de dettes, tu peux choisir sur quoi concentrer ton énergie. Tu n'es pas seulement ce qui te manque. Tu es tout ce que tu remercies et tout ce que tu es encore capable de reconnaître. 7. Donne un sens à ta douleur en aidant les autres. Tu sors dans la rue la tête baissée, ressentant le poids de ton propre malaise, et en croisant quelqu'un qui traîne des sacs lourds ou lutte avec une porte, tu hésites un instant avant d'aider. La tristesse a tendance à t'enfermer dans une sorte de capsule mentale où n'existe que ta propre douleur, comme si le reste du monde s'était estompé. Ce circuit fermé est l'une des plus grandes erreurs de l'esprit. Plus tu souffres, plus tu t'isoles. Plus tu t'isoles, plus la douleur s'intensifie. C'est un cercle vicieux si automatique que tu ne le remarques même pas. Mais si tu l'analyses de près, tu verras que la tristesse te pousse à te regarder le nombril et à chercher des raisons pour justifier pourquoi ta souffrance est spéciale, différente, presque intouchable par la réalité des autres. Le résultat est que la vie se rétrécit et le sens s'évapore.
La plupart des gens ne comprennent pas qu'à ce stade, aider les autres n'est pas seulement un acte altruiste, c'est une stratégie de survie émotionnelle. La psychologie le souligne clairement. Lorsque le focus est fixé sur soi-même, tout malaise tend à se magnifier. Le cerveau commence à fonctionner en mode pénurie, ne voyant que ce qui manque, ce qui fait mal, ce qui ne peut pas être changé. Mais si tu t'obliges, même de manière forcée au début, à intervenir dans la vie d'un autre, quelque chose dans cette machinerie interne se recalibre. Il ne s'agit pas de faire de grands gestes héroïques, ni de devenir une sorte de sauveur professionnel. Un message sincère, écouter celui qui va moins bien que toi, offrir ton temps ou ton expérience, même si la motivation est minimale, suffit. Dans cet acte, tu brises l'enfermement mental. L'énergie que tu utilisais pour tourner sur ton propre axe se redirige vers l'extérieur, et cela constitue déjà un changement de dynamique. La tristesse se nourrit d'inertie et d'isolement. Le service l'affaiblit car il t'oblige à sortir de ton petit monde. Personne ne guérit complètement seul, mais aider les autres est le pont qui relie ta douleur à un sens plus grand. Le stoïcisme ne parle pas de se sacrifier jusqu'à l'épuisement, mais d'utiliser la douleur comme matière première pour quelque chose d'utile. Si tu attends seulement de te sentir bien pour aider, tu n'agiras jamais. La douleur qui n'est pas partagée se gâte, devient ressentiment ou auto-indulgence. Mais lorsque tu décides, consciemment, de transformer ton inconfort en action concrète envers l'autre, tu convertis un état passif en une déclaration de pouvoir. La douleur partagée perd de sa force. C'est la différence entre sombrer et grandir. Chaque fois que tu détournes ton regard de ton propre drame pour reconnaître la souffrance d'autrui, ton esprit entraîne une compétence fondamentale, la résilience altruiste. Le sens ne se trouve pas en fouillant des réponses dans tes propres blessures, mais en construisant quelque chose de précieux avec elles. Le but n'est pas une révélation mystique ni une phrase motivationnelle. Le but est ce que tu fais avec ce qui te fait mal. Lorsque tu décides d'aider, même dans quelque chose de petit, tu montres que ta douleur ne te définit pas, elle te rend simplement humain. Sers, même lorsque tu n'en as pas envie. Donne, même si tu sens que tu n'as pas grand-chose à offrir. Car l'acte de sortir de toi-même est la meilleure thérapie contre la tristesse chronique. Celui qui aide, cède. Celui qui donne un sens à sa douleur retrouve sa dignité. Si tu veux changer ton état, commence par changer ta direction. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir bien pour faire le bien. Fais le bien, et ton moral suivra. Personne ne sort seul de la tristesse, mais tout le monde peut tendre la main en premier. 8. Exprime ton malaise sans peur ni honte, je dois l'admettre. Parfois, j'ai eu l'impression que si je parlais de mon malaise, quelque chose en moi se briserait pour toujours. Je me suis vu, assis devant quelqu'un, jouant avec mes mains, déglutissant, regardant le sol, cherchant le moment exact pour dire ce qui me pèse, et quand enfin j'essaie, la voix peine à sortir, faible, comme si elle demandait la permission d'exister. La poitrine se tend, la mâchoire se serre, et l'esprit commence à fabriquer des histoires de rejet ou de honte avant qu'un seul mot ne traverse la distance. C'est une bataille invisible. De l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, il y a une discussion féroce entre le besoin de libérer le contenu toxique et la peur de rester exposé, vulnérable, incomplet devant les yeux de l'autre. Le silence devient une sorte de prison auto-imposée. Tu maintiens la douleur en serrant les poings, en respirant court, en espérant que personne ne remarque ce qui t'arrive vraiment. Et pourtant, le corps envoie des signaux. Les mains transpirent, les épaules se haussent, le regard se perd. Tout cela est ton système d'alarme demandant que tu cesses de cacher ce qui fait mal. Exprimer le malaise n'est pas un acte de faiblesse, c'est un exercice de dignité. Il n'y a pas de vertu à se taire sur ce qui te submerge, ni d'honneur à faire semblant qu'il ne se passe rien pendant que tu t'effondres de l'intérieur. La tristesse ne se dissout pas dans le silence. Au contraire, ce que tu tais s'accumule dans les gestes, dans les humeurs, dans les décisions que tu prends à moitié, dans les nuits où l'insomnie est le prix à payer pour ne pas t'être permis d'être honnête. Parler, c'est rompre le cycle de la répression.
Chaque fois que tu ouvres la bouche, même si c'est juste pour dire « je me sens mal », tu sauves une partie de toi qui était restée piégée dans la censure. Ce premier geste est inconfortable, oui, mais c'est le signe le plus clair que tu as décidé de cesser de négocier avec la peur. Ce qui se nomme perd une partie de son pouvoir. C'est la vérité inconfortable que personne ne t'enseigne, enfant. Tu n'as pas à tout lâcher d'un coup, ni à chercher une compréhension parfaite de l'autre côté. Il suffit de nommer l'essentiel, de mettre des mots sur ce qui pèse. Tu peux le faire à voix haute, avec quelqu'un qui sait écouter, ou même en écrivant, laissant l'encre fonctionner comme un drain émotionnel. Le corps le ressent. En parlant, les muscles se relâchent un peu, la respiration se libère, la tension baisse même d'un degré. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie et de la conscience. Le stoïcisme ne consiste pas à endurer à tout prix, mais à différencier ce qui dépend de toi. Et oui, exprimer la vérité de ton état est ta responsabilité. Ne te trompe pas en croyant que tu seras plus fort en te taisant. Ce que tu réussis, c'est à porter un sac à dos de plus en plus lourd et à faire semblant de ne pas le sentir. Le véritable courage n'est pas de supporter en silence, mais de te montrer humain, même si la voix tremble. La peur d'être jugé n'est qu'un filtre mental. La plupart des gens portent aussi leur propre fardeau et comprendront beaucoup plus que tu ne l'imagines. Parfois, le simple acte de dire « cela me fait mal » ouvre un espace où la tristesse se transforme, même si ce n'est que de manière minimale, en possibilité de soulagement ou, au moins, en un repos pour le corps et l'esprit. Tu n'as pas besoin de permission pour ressentir, ni pour l'exprimer. Cacher la douleur, c'est la perpétuer. La dignité commence là où la honte s'arrête. Ose nommer ton malaise, et tu verras que l'insupportable devient gérable. Parle, même si tu ne sais pas par où commencer. Ta santé émotionnelle dépend de cette honnêteté, pas des apparences. 9. Permets-toi de te reposer et de te renouveler sans culpabilité. L'esprit moderne fonctionne comme une usine qui n'éteint jamais ses moteurs. Il produit des pensées, des inquiétudes et des exigences sans relâche, comme si la valeur personnelle dépendait de ne jamais s'arrêter. Tu laisses la fatigue s'accumuler comme une poussière invisible sur chaque décision, te convainquant que l'épuisement est noble, que la fatigue est une médaille et que seuls les faibles demandent une pause. Mais c'est un mensonge dangereux, un piège brutal déguisé en vertu. L'épuisement ne te rend pas fort, il te rend fragile. Tu es comme ce mécanisme qui ne reçoit jamais d'entretien. Tôt ou tard, les performances chutent, le moral se brise, les émotions se gâtent par manque d'oxygène. Le corps ne pardonne pas l'accumulation de dettes physiques et mentales. La tristesse s'infiltre précisément dans ces espaces où tu ne t'es jamais permis de t'arrêter et de reprendre des forces. Il n'y a pas de résilience sans renouvellement. Celui qui ne fait que résister finit par se briser. Arrête de te raconter que te reposer, c'est perdre du temps ou que tu ne mérites de t'arrêter que lorsque tout est fait. Cet état d'esprit te mène à une autodestruction lente. Tu confonds épuisement avec productivité, fatigue avec responsabilité. Et tu te refuses le droit fondamental à la pause parce que tu crois que quelqu'un évalue ta valeur à chaque seconde. Personne ne te le dira en face, mais cette auto-exigence n'est qu'une autre forme de faiblesse. L'incapacité de reconnaître tes limites, la peur enfantine de paraître moins capable si tu admets que tu as besoin de récupérer de l'énergie. Le repos n'est pas une récompense, c'est une condition minimale pour fonctionner. Si tu ne le comprends pas, tu finiras par payer avec ta santé, tes relations et la lucidité que tu défends tant. La tristesse se renforce sur le terrain de l'épuisement. Un être épuisé est une proie facile pour toute émotion destructrice. Le plus absurde, c'est que pendant que tu te refuses le repos par peur de paraître faible, tu deviens esclave d'un système interne qui ne s'est opéré qu'au bord de l'effondrement. Il n'y a pas de dignité dans la performance sans pause. Il n'y a que de l'épuisement déguisé en héroïsme bon marché. Celui qui ne sait pas s'arrêter ne sait pas avancer. Repose-toi, même si ton esprit résiste. Fais le même si tout en toi crie que tu n'as pas le temps ou que la vie n'attend pas.
Si tu n'entraînes pas ta capacité à relâcher le rythme, ton énergie devient toxique et la joie se transforme en un lointain souvenir. Permets-toi la pause, car sans elle, il n'y a pas de renouvellement, seulement une répétition fatiguée des mêmes erreurs. Le repos conscient est un acte de bravoure dans un monde obsédé par l'inertie. Tu n'as pas besoin de demander la permission pour prendre soin de toi. Personne ne va t'applaudir d'arriver détruit à la fin de la journée. Récupère le respect de soi. Celui qui se renouvelle se respecte. Le contraire est de l'abandon de soi. Ne confonds pas le stoïcisme avec la négation de tes besoins fondamentaux. Le véritable stoïque reconnaît quand il est temps d'agir et quand il est temps de se replier pour revenir plus fort. Ne deviens pas ton propre geôlier simplement parce que l'environnement l'exige. Le repos est force. La culpabilité est le résidu d'un esprit mal entraîné. Repose-toi sans négocier. Renouvelle ton énergie sans honte. C'est seulement ainsi que tu peux recommencer à choisir ta vie, au lieu de simplement la survivre. Ligne iconique. Le repos n'est pas une faiblesse, c'est une discipline supérieure. 10. Fais de l'engagement personnel ta plus grande force. L'engagement personnel est la différence entre vouloir changer et vraiment changer. Il n'y a pas moyen d'adoucir cela. Si ta parole envers toi-même a peu de valeur, toute technique, tout livre, tout conseil finit par n'être que du bruit de fond. Ce qui sépare la résignation de la transformation, c'est ce pacte silencieux et brutal de ne plus négocier avec tes excuses. La plupart d'entre nous veut se sentir mieux, mais n'est pas prête à supporter l'inconfort quotidien que demande la véritable amélioration. Nous nous remplissons d'intentions, de projets à moitié réalisés, de promesses reportées, comme si le simple fait de vouloir avait un poids réel sur le résultat. Mais la vie ne répond qu'à ce que tu fais de manière soutenue, pas à ce que tu rêves quand personne ne te voit. Quand je parle d'engagement, je ne fais pas référence à une motivation passagère, ni à un élan de volonté qui s'éteint dès que la tristesse revient. Je parle d'une décision intérieure, presque contractuelle, de cesser de trahir tes propres limites et de faire, chaque jour, ce que tu as dit que tu ferais, même si l'esprit demande une trêve, même si le corps proteste, même si personne ne t'applaudit. Le mécanisme est simple, mais inconfortable. Chaque fois que tu romps une promesse envers toi-même, ton cerveau enregistre cet échec, et peu à peu ta confiance en toi se fracture. Le résultat est une chaîne invisible de petites trahisons quotidiennes qui pèsent plus que n'importe quelle douleur extérieure. La véritable force vient de l'accumulation d'actes qui semblent minimes, mais qui répétés réécrivent l'identité. Personne ne peut te donner ce muscle. Il se construit uniquement par des faits, pas par des discours. Je reconnais que je me suis raconté des histoires pour justifier mes propres chutes. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Demain, je commence. Ce n'est pas si grave. Mais au final, ce qui reste, c'est la dette envers toi-même. L'engagement personnel ne se mesure pas en héroïsme, mais en la capacité de maintenir tes décisions quand il n'y a plus de témoins ni d'incitations externes. Le stoïcisme le dit clairement. La seule chose que tu contrôles vraiment, c'est ta disposition à tenir ta parole. Si tu t'habitues à céder face à l'inconfort, ta vie devient une séquence d'abandon silencieux. Si, en revanche, tu entraînes la discipline de persister même dans les jours gris, la tristesse perd de sa force parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas contrôler ta direction. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir en sécurité pour t'engager. Au contraire, l'engagement est ce qui façonne la sécurité à force de répétition. L'auto-trahison épuise, l'engagement multiplie. Une personne engagée, même si elle tombe, se relève toujours avec une nouvelle leçon. Ce que tu soutiens en privé est ce qui définit ta vie en public. Devenir quelqu'un digne de ta propre parole est le plus grand acte de respect de soi que tu puisses accomplir. Il n'y a pas de liberté sans engagement. Ton destin change le jour où tu décides que, quoi qu'il arrive, tu ne vas pas abandonner le chemin que tu as choisi. Ligne iconique. La dignité commence quand ta parole envers toi-même est inviolable.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a une vérité inconfortable que peu osent affronter. S'accrocher à quelqu'un n'est pas de l'amour, c'est de la peur. C'est le poids du besoin, de sentir qu'il n'y a pas assez en toi sans cette personne. Nous l'appelons affection, nous le déguisons en loyauté, mais au fond, c'est une fracture dans l'indépendance émotionnelle, une dette intérieure qui ne se rembourse jamais complètement. L'attachement n'est pas une preuve d'engagement, mais une chaîne invisible qui conditionne chaque réaction, chaque pensée obsessionnelle, chaque impulsion de vérifier des messages ou de chercher des signes là où il n'y en a pas. Le stoïcisme l'a clairement établi il y a des siècles. Ce que tu ne peux pas contrôler ne t'appartient pas. Cependant, nous nous entraînons jour après jour à l'auto-tromperie, répétant des routines qui renforcent la dépendance et négociant notre paix intérieure contre des miettes d'attention. Lâcher prise fait mal, oui, mais rester attaché a un coût bien plus élevé, sacrifier ton identité, ta paix et même ta dignité. La liberté émotionnelle n'arrive pas par magie. Elle nécessite de la discipline, un questionnement implacable et le courage de laisser derrière soi ce qui n'apporte plus rien. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais fort. Aimer sans se perdre, donner sans mendier, accepter la réalité sans masque. Tu n'as pas besoin d'être invulnérable, juste honnête avec toi-même. Aujourd'hui, tu apprendras que lâcher prise n'est pas abandonner, mais reconquérir ta propre valeur. Personne ne viendra te sauver. Ta paix ne se négocie pas, et ta vie non plus. 1. Observe votre attachement sans le déguiser. Vous vous mentez, vous ne sortirez pas de l'attachement tant que vous continuerez à le déguiser en amour, en préoccupation sincère ou en une prétendue connexion unique. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la peur et du confort. L'attachement est une sorte de dette émotionnelle que vous vous êtes imposée et que vous continuez à alimenter chaque fois que vous consultez son profil, chaque fois que vous justifiez son absence ou chaque fois que vous inventez des excuses pour rester lié à une histoire qui n'existe plus. Personne ne vous respectera si vous continuez à négocier votre dignité pour des miettes d'attention. Et le pire, c'est que vous n'êtes même pas capable de l'admettre sans fioriture. Arrêtez de protéger vos fragilités derrière de belles phrases et commencez à observer, sans filtre, la véritable nature de votre dépendance. La plupart du temps, ce n'est pas de l'amour, c'est un besoin désespéré de vous sentir important pour quelqu'un parce que vous ne savez pas comment supporter le poids d'être seul avec vous-même. Cela ne vous rend pas spécial, cela vous rend esclave de votre propre manque. Regardez de face votre attachement, sans maquillage, sans récit qui adoucissent la vérité. Chaque fois que vous excusez vos pensées obsessionnelles en disant que c'est parce que vous tenez à lui, elle, vous vous trompez. Vous ne tenez pas vraiment à l'autre personne, vous tenez à ne pas perdre ce peu de vous que vous avez déposé en elle. Le stoïcisme ne tolère pas ces illusions. Il vous enseigne à démonter les habitudes mentales qui vous enchaînent, pas à justifier des faiblesses avec des mots sophistiqués. Vous voulez avancer, mais vous ne lâchez pas la corde. Vous voulez la paix, mais vous vous accrochez au conflit parce que vous le connaissez déjà. Préférer l'inconfort et le connu plutôt que le vide et la reconstruction est une décision, pas une condamnation. Ne continuez pas à attendre que le temps vous guérisse si vous alimentez vous-même la blessure chaque jour. Jusqu'à quand allez-vous continuer à cacher que vous dépendez émotionnellement de quelqu'un qui n'est plus là ou qui n'a jamais vraiment été là? Vous n'avez pas le droit de vous plaindre de votre prison si c'est vous qui la maintenez avec la porte fermée de l'intérieur. Chaque excuse que vous utilisez, chaque message que vous relisez, chaque souvenir que vous idéalisiez, sont des briques qui renforcent le mur de votre propre attachement. Si vous n'avez pas le courage de vous observer sans masque, vous ne retrouverez jamais votre liberté.
Il n'y a pas de croissance sans inconfort. Il n'y a pas de clarté sans une honnêteté brutale. Observez votre attachement sans le déguiser. La vérité sans filtre fait mal, mais elle libère aussi. Arrêtons de romantiser la dépendance. Le premier pas pour lâcher prise est d'arrêter de nous mentir. 2. Arrête de négocier ta paix intérieure. Tu te réveilles et la première chose que tu fais, c'est vérifier ton téléphone, cherchant son nom parmi les notifications, comme si cette petite étincelle d'attention pouvait te structurer la journée. Il n'a pas écrit, mais tu vas quand même sur son profil, interprétant chaque geste numérique comme un signe qui te ramène au calme. Tu prends ton petit déjeuner sans faim, l'esprit en suspens, attendant que quelque chose se passe, n'importe quoi pour justifier cette inquiétude que tu ne sais pas dissoudre. C'est le même cycle, jour après jour. Tu repousses des décisions, tu changes des plans, tu ajustes ton humeur au rythme de réponse que tu ne contrôles pas. Cette routine n'est pas de l'amour, ce n'est pas non plus un intérêt sincère. C'est l'habitude de hypothéquer ta tranquillité pour l'illusion que quelqu'un d'autre la gère. Derrière chacun de ces gestes quotidiens se cache une décision silencieuse, céder ta paix en échange de quelque chose d'extérieur. C'est un contrat non écrit que tu signes chaque fois que tu permets à une autre personne de déterminer ton état émotionnel. Tu te dis que c'est normal, que c'est ainsi que fonctionne l'affection, mais au fond, tu sais qu'au lieu de partager ta vie, tu la mets entre les mains d'autrui. L'attachement te convainc que si tu t'énerves, si tu t'inquiètes, c'est parce que la relation t'importe. Mais le prix que tu paies est élevé. Tu remets ta stabilité émotionnelle en petites mensualités, espérant un retour qui n'est jamais garanti. La vérité est que personne n'est obligé de maintenir ton équilibre intérieur, et tu n'as pas à le négocier comme s'il s'agissait d'une monnaie d'échange. Le moment où tu décides d'arrêter de négocier ta paix intérieure est brutalement simple, mais rien de facile. Cela nécessite d'observer avec honnêteté combien de fois par jour tu remets ton bien-être à plus tard en attendant un geste, un mot, une validation externe. L'esprit te tente avec des excuses. C'est juste de la curiosité. Je veux savoir comment il va. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais chacune de ces justifications est une fissure par laquelle s'échappe ton calme. Le stoïcisme pose une question inconfortable et claire. Pourquoi acceptes-tu que ta sérénité dépende de quelque chose que tu ne peux pas contrôler? C'est la fracture dans ton caractère que tu dois reconnaître, non pas pour te punir, mais pour prendre tes responsabilités. Arrêter de négocier ta paix n'est pas t'isoler ni devenir froid, c'est tracer une limite intérieure, un terrain sacré qui ne se met pas en jeu, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Ta sérénité n'est pas à vendre. Personne ne peut la préserver pour toi, pas même la personne que tu aimes le plus. Renoncer à cette habitude de t'auto-condamner est la véritable preuve de respect envers soi-même. Tu ne retrouves ton pouvoir que lorsque tu comprends que la paix intérieure ne se mendie pas et ne se troque pas. Elle se construit, elle se défend. Chaque fois que tu choisis de protéger ta tranquillité au lieu de la céder, tu renforces un muscle invisible qui soutient ta vie, même lorsque tout ce qui est extérieur échoue. Ne négocie pas ta paix, c'est le capital le plus précieux que tu possèdes. 3. Remets en question chaque pensée obsessionnelle. Je te l'admets, il y a des pensées qui s'emparent de ton esprit et que tu ne remets même pas en question. Tu les laisses occuper ton espace mental comme si elles étaient vraiment des vérités indiscutables, alors qu'en réalité, ce ne sont que de vieux schémas que tu as appris à traiter comme des faits. La pensée obsessionnelle ne tombe pas du ciel et n'est pas une sorte de punition inévitable. C'est le résultat d'un système mental non entraîné. Une machinerie que tu n'as jamais pris le temps de vérifier. Chaque fois que tu supposes que tu ne peux pas t'empêcher de penser à cette personne, tu évites le travail inconfortable d'analyser d'où vient cette insistance. Pourquoi cette pensée se répète-t-elle tant? Parce qu'au fond, elle te soutient une idée erronée, que si tu y penses suffisamment, tu vas trouver une réponse, un signe ou un soulagement momentané. Mais ce qui se passe réellement, c'est que tu t'enfermes dans un circuit fermé, où chaque tour renforce l'addiction à la même fantaisie de contrôle. L'attachement se nourrit de l'inertie mentale. Tu te réveilles,
et le même monologue de toujours est déjà en cours, sans que tu prennes le temps de te demander si ce que tu penses a du sens ou si c'est simplement automatique. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu comme un outil chirurgical, non pas pour réprimer ce que tu ressens, mais pour disséquer chaque pensée et te demander sans anesthésie, est-ce que ce que je répète est un fait, une interprétation, une peur ou une excuse? Lorsque tu t'entraînes à identifier ces distorsions, tu commences à remarquer combien de fois tu supposes que le simple acte de penser à quelqu'un signifie que tu es toujours attaché, alors qu'en réalité, c'est juste un reflet conditionné, une routine mentale que tu peux désapprendre. Le premier pas n'est pas d'arrêter de penser, mais de remettre en question la valeur réelle de cette répétition. Souvent, la pensée obsessionnelle ne résout rien. Elle ne fait que retarder la douleur de faire face à ton propre vide. Il ne s'agit pas de lutter contre tes pensées, ni de les ignorer avec des phrases motivantes vides. Il s'agit de les observer comme si elles étaient des pièces d'un mécanisme que tu peux démonter, analyser et remonter différemment. Lorsque l'idée obsessionnelle surgit, au lieu de te laisser emporter, arrête-toi et applique un filtre. Est-ce que cela m'aide, me noie ou me fige? Si la réponse est que cela te fige, c'est le signe qu'il est temps d'intervenir. Insister sur la même chose en espérant un résultat différent est le véritable auto-illusion. Personne ne t'oblige à croire chaque pensée qui traverse ton esprit. Tu es libre de réinterpréter, de poser des limites internes, de décider ce qui mérite ton énergie et ce qui ne fait qu'alimenter la dépendance. L'esprit s'entraîne comme le corps, avec discipline, répétition et engagement. Remettre en question tes pensées obsessionnelles est le premier acte de rébellion contre l'attachement. Si tu ne vérifies pas ce que tu penses, tu finis par être esclave de tes propres récits. La liberté commence dans le filtre mental. Tout ce que tu penses n'est pas vérité, ni tout ce que tu ressens n'est destin. Tu n'es pas tes obsessions, tu es celui qui décide quelle pensée mérite de rester. 4. Reconstruis ton identité jour après jour. Une feuille blanche sur la table chaque matin attendant. D'un côté, le stylo neuf. De l'autre, les marques de café des jours précédents, cicatrices de routine qui ne se ferment pas complètement. Voilà ton identité après l'attachement. Non pas une statue brisée, mais une surface où chaque jour tu peux réécrire, même si tu ressens encore la tentation de copier les vieux paragraphes de toujours. L'erreur la plus courante est de vouloir combler ce vide d'un coup, comme si trouver une nouvelle passion, un nouvel objectif ou un nouveau visage suffisait à masquer l'absence. Mais la reconstruction n'est pas un spectacle, ni un maquillage rapide. C'est un travail minutieux, presque invisible, qui se produit lorsque tu choisis, détail par détail, quelle partie de toi tu souhaites préserver et quelle partie ne te sert plus. Observe ton corps pendant que tu avances dans la maison. La façon dont tu te laves le visage, la manière dont tu prépares le petit déjeuner, comment tu t'habilles, comment tu marches vers la porte. Chaque geste porte l'empreinte de tes habitudes passées, même celles qui sont nées de l'attachement. Peut-être que tu continues à utiliser la tasse que vous partagiez, peut-être que tu choisis la musique que cette personne aimait, peut-être que tu remets à plus tard des projets juste pour ne pas affronter le silence. Ce sont des actions petites, presque automatiques, mais c'est là que se cache l'identité que tu dois reconstruire. Pas besoin d'un acte héroïque. Ce qui compte, c'est la constance brutale des micro-décisions quotidiennes. Aujourd'hui, tu choisis une tasse différente. Aujourd'hui, tu choisis de préparer un petit déjeuner pour toi, pas pour plaire à quelqu'un. Aujourd'hui, tu portes des vêtements qui te reflètent, pas l'histoire qui est déjà terminée. Ces choix minimes sont le ciseau avec lequel tu commences à te sculpter à nouveau. Le stoïcisme ne te demande pas d'effacer le passé, ni de devenir une autre personne du jour au lendemain. Il exige que tu assumes la responsabilité de ton présent. Se reconstruire n'est pas attendre de se sentir prêt, mais agir même lorsque la motivation ne se manifeste pas. Personne ne va te sauver de tes anciennes versions si tu ne prends pas au sérieux le travail de te réinventer. L'identité est un acte quotidien.
pas un souvenir que tu répètes. Chaque fois que tu choisis, même pour une seconde, de te concentrer sur ce que tu peux construire, tu t'éloignes un pas de plus de la dépendance. C'est un entraînement silencieux, presque imperceptible pour les autres, mais fondamental pour toi. Cesser d'être ce que tu étais par habitude et commencer à être ce que tu choisis est une révolution silencieuse. Ne cherche pas un avant et un après dramatique. Cherche la cohérence de tes petits actes. La liberté se construit dans le quotidien, pas dans les grands discours. Personne ne va écrire ta nouvelle histoire à ta place. La feuille est là, attendant que tu cesses de copier ce qui ne te représente plus. 5. Fais du soin de soi ta priorité. Si tu continues à traiter ton soin de soi comme un luxe plutôt que comme une obligation, tu vas rester coincé exactement là où tu es. Ne te trompe pas, personne ne viendra te sauver des ruines de l'attachement si tu n'es même pas capable de défendre ton propre bien-être. Crois-tu vraiment que tu vas surmonter la dépendance tout en repoussant l'essentiel ? Le soin de soi n'est pas négociable. Ce n'est pas quelque chose que tu peux remettre à plus tard, après avoir résolu tes problèmes émotionnels, car ne pas prendre soin de toi est le problème principal. Chaque fois que tu décides de sauter un repas, de ne pas bien dormir, d'ignorer le désordre dans ton espace ou de reporter cette promenade nécessaire, tu envoies un message clair. Ta stabilité n'est pas aussi importante que de rester obsédé par quelqu'un d'autre. C'est la racine de l'esclavage émotionnel. C'est la décision invisible qui renforce le cycle du manque. Arrête de trouver des excuses. Il n'y a aucune justification valable pour sacrifier ta santé par nostalgie, ni pour négliger ton corps et ton esprit simplement parce que tu n'as pas le moral. Le moral se construit lorsque tu te montres, jour après jour, que tu peux te soutenir toi-même, même si tout le reste échoue. Le soin de soi est une discipline, pas un caprice. N'attends pas de te sentir motivé pour agir. Agis et la motivation viendra ensuite. Personne ne va te récompenser pour ton abandon personnel. Personne ne va valoriser tes sacrifices invisibles. Voici la vérité. Chaque fois que tu choisis de prendre soin de toi, même de manière minimale, tu reprends du terrain perdu face à l'attachement. Le soin de soi est le seul terrain qui t'appartient vraiment. Si tu l'abandonnes, il ne te reste rien. Arrête de romantiser la négligence, de croire que aller mal te rend plus profond ou plus digne de compassion. Cela ne fait que perpétuer la faiblesse et la dépendance. Le stoïcisme est clair. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, mais tu as le devoir de gouverner ton propre espace intérieur et physique. Ton corps n'est pas un entrepôt de souvenirs d'autrui, ni ton esprit une fosse d'idées non filtrées. Le soin de soi est la ligne qui sépare ceux qui se respectent de ceux qui s'abandonnent. Si tu n'es pas capable d'établir des routines minimales de soins, tu n'as pas le droit d'exiger la paix ou l'amour véritable de quiconque. Arrête de mendier ce que tu ne te donnes pas toi-même. Aujourd'hui, pas demain, c'est le moment d'exercer ce muscle. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une obligation. Commence par ce qui est le plus évident. Dors, mange, range ton espace, respire. Fais-le, même si tu n'en as pas envie, même si tout te pèse, même si ta voix intérieure te dit que cela ne sert à rien. Cette voix est le résidu de l'attachement. Ta tâche est de la faire taire par l'action. Le soin de soi est ta frontière. Si tu ne la défends pas, tu perdras tout le reste. Personne ne va te sauver de ton propre abandon, pas même la personne que tu as idéalisée. Soit tu fais du soin de soi ta priorité, soit tu restes otage de ta propre négligence. La dignité ne se négocie pas. Ton bien-être est ta seule véritable garantie. 6. Sois votre propre source de valeur. Personne ne viendra vous valider. C'est la vérité qui fait le plus mal lorsque l'attachement commence à se désagréger. Vous avez construit votre valeur comme si elle dépendait des mains d'une autre personne. Et maintenant, sans cet applaudissement extérieur, vous sentez qu'il ne reste rien. Mais ce vide n'est pas réel. C'est juste le résultat d'années à déléguer votre estime de soi à l'extérieur, à un regard, à une réponse, à une promesse qui n'a jamais été une garantie.
L'attachement n'est pas seulement une dépendance émotionnelle, c'est aussi le renoncement à vous reconnaître comme suffisant, comme si votre propre jugement n'avait pas de poids tant que quelqu'un d'autre ne le confirme pas. Toute votre énergie mentale a été dépensée à négocier votre importance, à chercher des signes que vous valez quelque chose, comme si votre propre vie avait besoin d'un témoin autorisé. Le problème est que ce mécanisme échoue toujours. Aucune validation externe n'est suffisante lorsque vous vous considérez vous-même comme insuffisant. Il y a une fracture profonde lorsque vous vous habituez à regarder vers l'extérieur pour mesurer votre valeur. Vous commencez à vivre en attendant l'approbation, l'appel, le message qui vous redonnera la sensation d'être pertinent. Votre monde tourne autour de l'attente d'être choisi, d'être préféré, que quelqu'un vous attribue une place spéciale. Cette attente vous épuise, vous rend petit, vous rend dépendant de facteurs que vous ne pourrez jamais contrôler. Reconnaître cela exige une brutalité d'honnêteté. Si votre estime de soi dépend de quelqu'un d'autre, vous ne serez jamais libre. La véritable racine de l'attachement se trouve ici. Vous avez appris à ignorer votre propre voix, à mépriser votre propre jugement et à vivre comme si votre présence devait être validée pour avoir un sens. Personne ne peut porter ce fardeau longtemps sans se briser. Être votre propre source de valeur n'est pas un slogan vide. C'est une tâche inconfortable et quotidienne. Cela signifie cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. C'est apprendre à vous soutenir sans témoin, à reconnaître votre propre effort même si personne ne l'applaudit, à respecter vos limites même lorsque personne ne les voit. Le stoïcisme vous le dit clairement. La seule chose qui vous appartient véritablement est votre jugement, votre capacité à décider ce que vous pensez de vous-même, au-delà du bruit extérieur. N'attendez pas que le monde célèbre vos petits progrès. Faites-le vous-même, car vous êtes le seul à savoir ce que chaque pas vous a coûté. La véritable valeur ne se vend pas aux enchères, elle se cultive en silence. Personne ne vous sauvera du vide que vous ressentez si vous n'êtes pas capable de le remplir avec votre propre respect. Prenez la responsabilité de votre estime, même si cela tremble, même si cela fait mal, même si l'habitude vous crie que vous avez besoin de l'approbation des autres. Vous n'êtes pas la somme des regards que vous recevez. Vous êtes la qualité du regard que vous vous portez à vous-même. Soyez votre propre témoin, soyez votre propre garantie. 7. Brisez les habitudes qui renforcent la dépendance. Vous vous réveillez et sans trop y penser, vous ouvrez l'application de messagerie. C'est presque un réflexe. Vous ne vous demandez même pas pourquoi vous le faites, vous suivez simplement le parcours automatique de vos doigts. L'habitude a façonné ce comportement si profondément qu'il semble faire partie de votre identité. Ensuite, pendant que vous vous préparez à sortir, vous mettez la musique que vous écoutiez ensemble. Vous ne cherchez pas à découvrir quelque chose de nouveau. Vous reproduisez simplement le script connu parce qu'il apaise, même si c'est de manière superficielle. Tout au long de la journée, chaque espace vide est comblé en consultant des histoires, en cherchant des sous-entendus, en révisant de vieilles conversations. Vous ne l'appelez pas dépendance, vous l'appelez intérêt, nostalgie, routine. Mais sous chacun de ces gestes se cache une machinerie invisible qui renforce ce que vous avez le plus de mal à briser, le lien qui vous maintient attaché à ce qui n'est plus là. Briser les habitudes qui alimentent la dépendance n'est pas une question de volonté héroïque ni d'un seul acte de bravoure. C'est une séquence de micro-décisions inconfortables, souvent invisibles aux autres, mais décisives pour vous. L'analyse commence par identifier les rituels automatiques qui soutiennent cette chaîne. Chaque fois que vous répétez une action associée à la personne dont vous essayez de vous détacher, vous renforcez la voie neuronale de l'habitude. Votre cerveau apprend à chercher du réconfort au même endroit, même en sachant que ce réconfort n'est que momentané et que le prix à payer est votre liberté émotionnelle. La dépendance ne se maintient pas seule. Vous la soutenez à travers des centaines de gestes qui semblent innocents, mais qui sont en réalité des paiements quotidiens à une dette qui ne se solde jamais. La stratégie stoïque exige de démonter ces habitudes avec précision. Observez l'impulsion avant d'agir. Arrêtez la répétition
et rediriger l'énergie vers quelque chose qui ne perpétue ni l'attente ni la nostalgie. Il ne s'agit pas de remplir le vide avec des distractions creuses, mais de canaliser l'attention vers des activités qui vous redonnent le contrôle sur votre propre bien-être. Chaque fois que vous choisissez consciemment de ne pas consulter le profil, de ne pas envoyer ce message, de ne pas alimenter la nostalgie, vous affaiblissez la structure mentale qui vous maintient prisonnier. La clé est de remplacer, pas seulement de résister. Changez de musique, cherchez de nouvelles routines, investissez du temps à construire des habitudes qui contribuent à votre reconstruction et non à votre enchaînement. L'attachement se dissout avec discipline, pas avec des discours motivationnels. Rappelez-vous ceci, ce que vous répétez vous définit. Si vous répétez la dépendance, vous devenez dépendant. Si vous répétez le choix, vous devenez libre. Le changement est inconfortable car il touche directement la racine de votre anxiété, mais c'est le seul véritable chemin vers l'autonomie émotionnelle. Chaque habitude brisée est une fissure dans la prison que vous avez vous-même construite. Choisissez ce que vous alimentez, car c'est là que va votre vie. Arrêtez de programmer votre journée pour revenir toujours au même point de départ. L'habitude ne vous protège pas, elle vous emprisonne. La liberté est une pratique quotidienne, pas un objectif lointain. 8. Accepte la réalité sans embellissement. Je te confie quelque chose qui est même gênant à dire à voix haute. Accepter la réalité sans la décorer est l'un des exercices les plus difficiles et douloureux qui existent. Je ne parle pas de se résigner, ni de se consoler avec des phrases de développement personnel, mais de regarder ce qui est vraiment devant toi quand tu restes seul, sans témoin et sans excuse. Il y a un moment précis, presque physique, où tu réalises que tu continues à regarder ton téléphone, non pas parce que tu attends une réponse, mais parce que tu ne supportes pas l'idée qu'elle ne viendra pas. Tu te retrouves à relire les mêmes vieux messages, non par nostalgie, mais parce que tu préfères ce vide connu, plutôt que d'affronter le silence brut de ce qui n'existe plus. Le corps le ressent. Le cœur s'accélère en voyant une notification qui n'est pas la sienne. La mâchoire se tend quand tu essaies de te convaincre que ça va, mais la vérité est autre. Personne ne t'apprend à supporter cet inconfort. Tu apprends seulement à la maquiller avec des distractions et de petits mensonges quotidiens. Visualise le moment où tu es tenté de réinterpréter l'histoire pour qu'elle fasse moins mal. Tu déplaces des objets dans la maison, tu changes les photos de place, mais chaque chose continue à occuper un espace qui ne lui correspond plus. Tu ouvres la fenêtre à la recherche d'air et tu ne trouves que le poids de l'habitude. Même les sons te dérangent, le tic-tac de l'horloge, la porte qui ne s'ouvre jamais, l'écho de ta propre respiration dans la chambre vide. Tout invite à embellir les faits, à inventer des raisons, à penser que peut-être il y a un retour en arrière. Mais la réalité est implacable. Si quelqu'un n'est plus là, il ne reste qu'à accepter le vide exact qu'il laisse. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de véritable réconfort à continuer à justifier l'injustifiable. Accepter la réalité sans embellissement signifie cesser de négocier avec les faits. Tu ne adoucis pas l'absence, tu ne sucreras pas le rejet, tu ne mets pas de filtre d'espoir sur ce qui est simplement terminé. Le stoïcisme le dit sans détour. Ce qui dépend de toi, c'est comment tu réagis, pas ce qui se passe. La scène est là, aussi nette que froide. Ton choix est de la voir sans l'éditer. Le courage est de supporter cette vision sans chercher refuge dans des fantasmes. Douloureux, oui, mais aussi libérateur. La vérité n'a pas besoin d'explication. La vérité réclame seulement d'être vue telle qu'elle est. Cet entraînement est brutal, justement parce qu'il t'oblige à laisser tomber tous les masques que tu as utilisés pour survivre. Ce n'est que lorsque tu cesses de te mentir, ne serait-ce qu'une minute, que le véritable changement commence. La réalité, sans embellissement, est le seul sol ferme sur lequel tu peux te reconstruire. Tout le reste n'est qu'une pause dans la chute. La vie ne se négocie pas avec des illusions. Regarde ce qu'il y a, pas ce que tu souhaites voir. C'est la porte de sortie.
La vérité sans filtre fait mal, mais c'est la seule qui te rend ta dignité. 9. Donne sans te perdre dans l'autre. Remettre ton énergie à quelqu'un sans tracer de frontières, c'est comme vider un compte bancaire que tu ne vérifies jamais, convaincu que le solde est infini simplement parce que l'émotion du moment te fait croire cela. Tu laisses l'autre personne retirer ce qu'elle veut, attention, temps, faveur, présence, sans regarder le coût réel sur ta stabilité. Ce n'est pas de la générosité si tu termines épuisé. Ce n'est pas de l'amour si, en donnant, tu t'effaces au point de ne plus savoir où tu commences et où l'autre finit. Tu n'as pas de mérite à disparaître au nom de l'affection. Tu as peur de perdre la peu de valeur que tu t'es attribuée si tu cesses d'être utile ou nécessaire. Il y a un vieux piège ici. Tu crois que donner plus te rend plus digne, alors qu'en réalité, cela te rend juste plus invisible à toi-même. Personne ne te rendra ce que tu donnes sans conscience. On appelle cela l'épuisement, pas la connexion. L'attachement te vend l'idée qu'aimer, c'est fusionner, diluer tes limites, t'adapter à chaque besoin de l'autre jusqu'à oublier tes propres priorités. Mais cette remise sans mesure est un pur abandon déguisé en don. Donne oui, mais ne te trahis pas. Si en donnant tu commences à négocier ta dignité, ton temps ou ta santé, ce que tu remets cesse d'être un cadeau et devient une auto-élimination. Le stoïcisme ne te demanderait jamais de te sacrifier au nom d'un autre. Il exige que tu sois si clair avec toi-même que tu ne confondes pas générosité et auto-abandon. Tu es là pour partager, pas pour te dissoudre. Si tu as besoin de te perdre dans l'autre pour te sentir précieux, tu n'aimes pas, tu t'utilises comme monnaie d'échange. Il est facile de s'excuser en disant que c'est comme ça que tu es, que ta nature est de tout donner, que le véritable amour n'a pas de limite. Mensonge. C'est le récit confortable de celui qui craint de rester seul et préfère sacrifier sa paix plutôt que d'affronter le vertige de prendre soin de soi en premier. Ne te trompe pas. Personne ne respecte celui qui est toujours disponible, qui cède toujours, qui s'oublie toujours pour plaire. Le monde ne va pas te récompenser pour ta capacité à disparaître. L'auto-remise totale n'est pas une vertu, c'est une dépendance. Tu veux conserver la relation, mais tu te perds. Tu veux être indispensable et tu t'évanouis. Phrase emblématique. La générosité qui t'annule n'est qu'une autre forme de mendier. Cesse d'appeler amour ce qui est en réalité peur d'être irrélevant. Donne, mais ne te perds pas dans l'autre. Apprends à dire jusqu'ici, même si ta voix intérieure t'accuse d'égoïsme. Le véritable respect commence lorsque tu mets tes propres limites en avant, sans remords ni justification. Personne ne te rendra la dignité que tu abandonnes toi-même. Ne confonds pas remise et soumission. Ne te sauve pas en disparaissant. Si tu n'es pas capable de te soutenir en donnant, tu ne fais que perpétuer la chaîne de l'attachement. Le véritable amour commence lorsque tu es capable d'être, mais aussi de partir sans t'effondrer de l'intérieur. Donne, mais ne te perds pas. C'est cela le respect, pas l'orgueil. 10. Choisis la clarté plutôt que l'illusion. L'illusion est addictive, mais la clarté est la seule chose qui libère. Personne ne t'apprend à préférer la vérité brute à la fantaisie confortable, car faire face à ce qui est, sans maquillage, fait plus mal que n'importe quelle caresse d'espoir. Tu as grandi en croyant que s'accrocher à ce qui est possible est un acte de foi, alors qu'en réalité, c'est juste la peur de ne plus avoir d'arguments pour continuer à espérer. L'esprit construit des labyrinthes pour éviter de traverser le désert de l'incertitude. Tu réinterprètes des signaux insignifiants, tu remplis les vides avec des promesses imaginaires et tu te convaincs que, si tu insistes suffisamment, la réalité va céder à tes désirs. Mais pendant que tu choisis le confort de l'illusion, tu te déconnectes de ta propre force. Tu repousses des décisions, tu nies l'évidence et tu perds l'opportunité de reconstruire ce qui dépend vraiment de toi. Chaque fois que tu cherches des excuses pour ne pas lâcher prise, tu paries contre ta propre paix. Le conflit intérieur est brutal.
Une partie de toi sait parfaitement ce qu'elle doit faire, mais l'autre résiste, accrochée à l'illusion que les choses peuvent être différentes si tu fais un peu plus d'efforts, si tu justifies le silence, si tu interprètes l'indifférence comme un message codé. Ce n'est pas l'amour qui te retient, c'est l'incapacité d'accepter que l'histoire est terminée et que ta valeur ne réside pas dans le fait d'essayer de revivre ce qui a déjà expiré. La clarté fait mal, car elle signifie renoncer à la fantaisie, perdre le prétexte pour continuer à retarder le deuil et assumer qu'aucune quantité de pensée obsessionnelle ne te ramènera ce que tu as perdu. L'illusion est un refuge, mais aussi une cellule. Plus tu l'alimentes, plus tu te fragilises. Le mécanisme est simple. Chaque fois que tu choisis l'illusion plutôt que la clarté, tu renforces l'habitude de ne pas te sentir complet sans l'autre. Tu préfères un mensonge réconfortant au vide honnête du détachement. Mais il n'y a pas de véritable avancée sans traverser ce vide. Accepter la vérité est un acte de respect envers toi-même, même si personne ne l'applaudit. La clarté n'apporte pas toujours un réconfort immédiat, mais elle apporte du pouvoir. Elle te redonne la faculté de décider depuis la réalité, pas depuis l'auto-tromperie. Ce n'est pas facile de regarder en face ce qui fait mal, mais c'est le seul chemin qui te permet de lâcher la dette émotionnelle et de commencer à construire une stabilité qui ne dépende de personne. La clarté est inconfortable, mais l'illusion te paralyse. Arrête de nourrir l'espoir qui ne sert qu'à retarder ta liberté. Choisis de voir ce qui est, pas ce que tu souhaites qu'il soit. L'honnêteté envers soi-même est le premier pas vers la véritable autonomie. Tu n'es pas faible en lâchant une fantaisie, tu es fort en osant regarder la réalité et continuer à avancer. La clarté dérange, mais l'illusion te maintient stagnant. Décide de quel côté tu veux être. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Personne ne te le dit en face, mais la plupart vivent comme si l'abondance était un prix qu'on arrache à la vie à coups d'anxiété et d'efforts incessants. Des nuits entières sont gaspillées à ressasser des préoccupations, croyant que la prospérité dépend d'un contrôle absolu. La vérité est que cette obsession d'obtenir plus ne fait que multiplier la fatigue et le sentiment de vide. La véritable abondance, celle qui ne se brise pas face au changement, naît d'un état d'esprit de calme et de détachement. Il y a une brutalité honnête à accepter que, peu importe combien tu t'efforces, tu ne pourras jamais contrôler le cours complet de la vie. Les stoïciens le savaient. L'univers ne se plie pas à l'anxiété, ni ne répond aux supplications désespérées, mais à un esprit discipliné, reconnaissant et serein. La peur de tout perdre est le filtre qui déforme ta perception et alourdit le coût psychologique de chaque réussite. La sérénité, en revanche, est la base solide sur laquelle se construit toute forme de prospérité réelle. Arrête de demander la permission à la vie pour te sentir prospère. L'abondance commence lorsque tu te reconnais suffisant, lorsque tu te détaches du résultat et fais confiance à l'ordre naturel des choses. Dormir tranquille, sans dette intérieure ni attente insatiable, est la plus grande richesse. La cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais est la clé. Si tu cherches l'abondance, prépare-toi à lâcher prise sur le contrôle, à pratiquer la gratitude et à permettre à la vie d'agir à son rythme. Ici, il n'y a pas de raccourci, seulement de la discipline, de l'acceptation et le courage de laisser l'univers faire son travail. 1. Reconnaissez votre abondance intérieure. Personne ne va vous offrir la paix intérieure. Personne ne va vous servir l'abondance sur un plateau tant que vous continuez à mesurer votre valeur avec ce que vous avez ou ce qui vous manque. C'est aussi simple que cela. Tant que vous regardez vers l'extérieur en cherchant à combler des vides, le monde vous renverra la même sensation de manque, encore et encore, comme si vous vous endettiez avec votre propre tranquillité.
Observez vos propres gestes à la fin de la journée, la mâchoire serrée, les épaules tendues, les mains agitées, cherchant des distractions sur l'écran du téléphone. C'est le langage corporel de quelqu'un qui a oublié sa richesse intérieure, le corps trahissant l'idée que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, le solde émotionnel est négatif. Respirez. Sentez le poids de vos attentes accumulées, comme des pierres dans vos poches, et réalisez qu'aucun objectif externe ne va vous enlever ce fardeau si vous ne reconnaissez pas d'abord ce que vous êtes déjà. L'erreur la plus courante est de penser que l'abondance est une récompense qui arrive à la fin d'une série interminable de sacrifices, de luttes et de renoncements. Mais la réalité est différente. La prospérité authentique commence lorsque vous cessez de la poursuivre comme si c'était une proie insaisissable. Marc Aurèle écrivait le soir, en silence, en passant en revue ce que la journée lui avait donné. Il ne comptait pas les pièces, ne calculait pas les faveurs reçues ou perdues. Il examinait son humeur, sa sérénité, la clarté de ses décisions. C'est cela, la richesse, la capacité de fermer les yeux et, même en ressentant la fatigue physique, de sentir comment les pensées cessent de se battre entre elles, comment la poitrine se dilate sans pression, comment le cœur bat sans hâte. Chaque nuit offre l'opportunité de reconnaître, avec une brutalité honnête, tout ce qui est déjà en vous. La force de choisir comment vous réagissez, la tempérance pour ne pas laisser la peur dicter vos actions, la gratitude pour regarder le quotidien et le voir comme un privilège, non comme une dette. Sénèque disait que la pauvreté n'est pas dans la diminution des possessions, mais dans l'augmentation de la cupidité. Il est facile de se laisser emporter par la sensation d'insuffisance, par ce mécanisme mental qui trouve toujours une excuse pour sentir qu'il manque quelque chose, que quelque chose n'est pas suffisant. Mais cette machinerie interne peut être démontée. Vous pouvez remarquer comment, en lâchant la comparaison, en cessant de regarder les autres comme mesure de votre valeur, le poids sur votre poitrine s'allège. Observez comment le monde ne change pas, mais votre perception si. Le café du matin retrouve son goût, l'air frais de la nuit se sent plus réel, la conversation brève avec quelqu'un de proche cesse d'être une formalité et devient un témoignage de votre présence. La clé est d'entraîner l'esprit à voir ce qui existe déjà, au lieu de s'obséder avec ce qui pourrait être perdu ou gagné. L'abondance ne crie pas, elle n'exige pas d'être reconnue. C'est un murmure serein au milieu du bruit des préoccupations. Si vous vous arrêtez pour écouter, vous sentirez que votre vie est déjà pleine, non pas parce que vous possédez, mais par la cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et faites. C'est votre véritable compte bancaire, l'intégrité, le calme, la gratitude. Vous n'avez pas besoin de demander à l'univers de vous donner plus. Vous devez ouvrir les yeux et réaliser que beaucoup de ce que vous désiriez est déjà ici, silencieux, attendant d'être remarqué. La sérénité est la plus grande richesse. C'est la ligne qui distingue ceux qui vivent en paix de ceux qui poursuivent des fantômes. Ce soir, avant de dormir, observez tout ce qui ne peut pas être acheté, ce qui reste ici même si le monde tourne et que les circonstances changent. Ne vous contentez pas de survivre. Reconnaissez votre abondance intérieure et commencez à vivre à partir de là. 2. Laisse le calme guider tes actes. Il y a ceux qui avancent dans la vie comme s'ils étaient des coureurs sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Ils transpirent, dépensent de l'énergie, s'épuisent, mais n'avancent pas d'un millimètre. À quoi bon courir si ton esprit reste piégé dans le même cycle d'anxiété et d'urgence? Ne te laisse pas tromper. La précipitation n'est pas une force, c'est du bruit. On t'a vendu le mensonge selon lequel bouger sans relâche te rapproche de la prospérité. Mais ce que tu cultives ainsi, c'est l'épuisement. Cette agitation intérieure, ce besoin de tout contrôler, ne nourrit qu'une version de toi qui ne se repose jamais et ne se sent jamais suffisante. Et voici la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Un esprit agité est incapable de recevoir l'abondance. Il ne s'agit pas de devenir passif ni de se résigner, mais de comprendre que le calme n'est pas une faiblesse, c'est une arme.
Le calme permet de voir la carte complète quand d'autres ne voient que des obstacles. Celui qui agit avec sérénité n'est pas lent, il est précis. Celui qui ne se laisse pas dévorer par l'urgence ne perd pas d'énergie dans des batailles inutiles. Alors arrête d'utiliser le stress comme excuse pour justifier des décisions médiocres. Je te le répète, le calme est une discipline. Ce n'est pas un état qui tombe du ciel, ni une sensation réservée aux privilégiés. C'est le résultat d'un entraînement de ton esprit à ne pas réagir comme une machine défectueuse à chaque stimulus. Combien de fois t'es-tu retrouvé piégé dans cet élan de répondre rapidement, de tout résoudre tout de suite, de ne pas supporter une seconde d'incertitude? Ce n'est pas du courage, c'est de la peur déguisée en action. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle, gouvernant un empire, comprenait que la réaction impulsive est le luxe des faibles. La sérénité, en revanche, exige du courage. Cela signifie supporter l'inconfort sans céder à la pression, résister à la tentation de contrôler ce qui ne t'appartient pas et, surtout, ne pas se laisser emporter par l'hystérie collective qui valorise tant la rapidité et le bruit. Tu n'es pas plus fort en portant 1000 tâches inutiles. Tu es fort quand tu choisis où mettre ton énergie, quand tu filtres le chaos et que tu te concentres sur l'essentiel. Beaucoup diront que le calme est pour quand tout est déjà résolu. Mais c'est le piège. C'est l'inverse. C'est seulement avec calme que tu peux résoudre ce qui compte. Si tu laisses ton anxiété guider tes actes, tu deviens ton pire ennemi. Peu importe combien de fois tu répètes des mantras d'abondance ou combien de livres tu surlignes sur la prospérité, si ton intérieur est en guerre, le monde extérieur ne te renverra que plus de conflits. L'esprit agité déforme la réalité, exagère les menaces, invente des urgences et transforme les opportunités en risques. La sérénité, en revanche, est le filtre qui sépare le réel de la fantaisie. Tu n'as rien à prouver à personne. La seule lutte digne est contre l'ancien habit de réagir par la peur. Et voici la ligne que personne ne veut assumer. Seul celui qui maîtrise son calme maîtrise son destin. Ce n'est pas un slogan, c'est un avertissement. Si ta vie est marquée par des réactions automatiques et des décisions impulsives, n'attends pas que l'abondance te trouve. Tu seras trop occupé à éteindre des incendies imaginaires pour remarquer quand elle arrive. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Quand tu lâches la nécessité de contrôler le dénouement, quand tu cesses de forcer le rythme des choses, un espace intérieur s'ouvre où l'abondance peut entrer. Le logos, cet ordre universel que les stoïciens vénéraient, ne répond pas aux caprices ni aux caprices. Il répond à celui qui agit en harmonie avec le moment, à celui qui sait quand avancer et quand attendre. Prends la responsabilité de ton état mental. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu investis dans ton propre bien-être. Chaque décision prise dans la sérénité est une porte ouverte à la véritable prospérité. Alors, la prochaine fois que tu sentiras l'urgence te brûler de l'intérieur, souviens-toi, le calme n'est pas de l'inaction, c'est une stratégie. L'abondance ne vient pas à l'esprit agité, elle s'en éloigne. Si tu cherches la prospérité, entraîne ton calme, car seul celui qui ose cesser de courir en cercle, qui ose attendre et observer, finit par trouver ce qui a toujours été là. 3. Détache-toi de la nécessité de contrôler. Contrôler n'est pas prospérer, c'est perdre du temps à se battre contre l'inévitable. Si tu analyses honnêtement les mécanismes de l'esprit, tu verras que le besoin de contrôler est une réaction automatique face à l'inconfort. Une défense enfantine pour apaiser l'incertitude, comme si serrer plus fort le poing pouvait retenir l'eau. L'esprit recherche des garanties, mais le monde ne les signe jamais. Chaque tentative de tout sécuriser ne fait que multiplier ton anxiété, car plus tu t'efforces de manipuler les résultats, plus tu prends conscience de ce qui dépend réellement de toi. Voici la première fracture. L'illusion que tu peux forcer le destin te maintient dans le même cycle de frustration, épuisant ton énergie dans des scénarios qui n'existent pas, hypothéquant la paix d'aujourd'hui pour un contrôle impossible demain. Le stoïcisme l'expose crûment.
La différence entre ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas n'est pas une suggestion philosophique, c'est la différence entre la liberté et l'esclavage intérieur. Lorsque tu vis obsédé par les résultats, tu transformes chaque jour en une évaluation sans fin. Tes décisions cessent d'être des choix libres et deviennent des otages de la peur de perdre. L'esprit devient tribunal, jugeant chaque pas, chaque mot, chaque silence, comme si cela déterminait ta valeur. Mais la véritable conséquence est l'épuisement. Tu dépenses des ressources mentales à anticiper des menaces, à résister à l'incertain, à construire des arguments pour justifier ce que tu ne peux pas changer. Cette dépense n'est pas récupérable, c'est un investissement raté. Le paradoxe est que le contrôle obsessionnel n'améliore pas tes résultats, il les aggrave. La rigidité mentale réduit ta capacité d'adaptation, te rend moins créatif, moins flexible, moins capable de voir des opportunités là où tu ne voyais auparavant que des risques. Le contrôle est une prison construite avec tes propres attentes. Le détachement, en revanche, est une stratégie. C'est choisir consciemment où mettre ton attention et ton effort. Cela signifie accepter, sans résignation, qu'il y a des facteurs externes qui ne seront jamais sous ton contrôle, et que ta véritable tâche est de perfectionner ta réponse interne, pas le résultat. Lorsque tu te détaches de la nécessité de contrôler, tu récupères ton énergie et ta clarté. Tu cesses de te perdre dans le labyrinthe des variables impossibles et commences à agir sur ce qui dépend réellement de toi. Ton attitude, ta discipline, ta réaction. C'est cela le véritable pouvoir. Celui qui lâche le contrôle ne devient pas passif, il devient efficace. Celui qui maîtrise sa réponse maîtrise sa vie. C'est la ligne qui sépare ceux qui s'épuisent à lutter contre des moulins à vent de ceux qui avancent, légers, s'adaptant à ce qui vient sans perdre la direction. Le stoïque n'est pas indifférent, il est sélectif, il n'ignore pas le monde, mais il ne permet pas au chaos externe de dicter le cours de ses émotions. Il pratique l'art de différencier entre les causes qu'il peut influencer et celles qu'il doit accepter. Chaque fois que tu choisis de ne pas forcer le dénouement et que tu te concentres sur la qualité de ton processus, tu affines le muscle du détachement. Et ce muscle est ce qui permet à l'abondance d'arriver sans effort forcé, car l'esprit cesse de bloquer le flux naturel de la vie avec ses désirs de contrôle. L'univers, ou le logos, comme l'appelèrent les anciens, répond à la cohérence, pas à la pression. Lorsque ton état interne est ouvert et réceptif, lorsque tu lâches le scénario rigide de comment cela devrait être, tu commences à remarquer que les choses pertinentes arrivent au bon moment et de la manière la moins attendue. L'abondance est une conséquence de la confiance, pas de la manipulation. Alors, regarde-le en face. Chaque fois que tu essaies de tout contrôler absolument, tu ne fais que démontrer ta méfiance envers l'intelligence naturelle du processus, envers toi-même et envers la vie. C'est un schéma que tu peux briser. Choisis d'investir ton énergie dans ce que tu peux réellement transformer, ta clarté, ta tempérance, ta capacité à agir avec intégrité, même si le résultat n'est pas garanti. Lâcher le contrôle n'est pas abandonner, c'est mûrir. C'est la clé. Seul celui qui ose cesser de serrer le poing finit par découvrir qu'il n'avait besoin de rien retenir pour se sentir complet. 4. Fais confiance à l'ordre naturel de la vie. Je confesse que ce que j'ai le plus de mal à accepter, même après tout ce que j'ai lu et pratiqué, c'est cette sensation inconfortable de devoir lâcher prise et faire confiance. Il y a une partie de mon esprit qui résiste, qui soupçonne toujours que si je n'ai pas tout parfaitement calculé, quelque chose va mal tourner. C'est un mécanisme ancien, presque automatique. Face à l'incertitude, l'esprit veut construire des garanties, même si elles sont imaginaires. J'évalue des possibilités, j'anticipe des menaces, je conçois des plans de secours dans ma tête comme si cela me donnait le pouvoir d'influencer le résultat. Mais au fond, je sais que c'est un piège. L'anxiété ne prévient rien, elle épuise seulement. Je réalise que tant que je m'accroche à la nécessité de savoir comment les choses vont se terminer, la seule chose que j'obtiens,
est de vivre dans un état de vigilance constante, épuisant la peu d'énergie que je devrais utiliser pour ce que je peux réellement contrôler. Ma réponse intérieure. Le problème, c'est que, peu importe combien j'essaie de me convaincre que j'ai le gouvernail, la vie trouve toujours un moyen de me rappeler son autonomie. Aucune quantité de calcul ou de planification ne peut empêcher le monde de bouger à son propre rythme. L'ordre naturel a ses propres règles, et ce qui semble un contretemps s'avère souvent n'être qu'une étape nécessaire d'un processus plus vaste, qui échappe à ma compréhension momentanée. Voilà le conflit. L'esprit veut de l'immédiateté, des résultats rapides, des explications closes. Mais la réalité est patiente, implacable, et ne s'adapte pas aux caprices de ma peur. La véritable maturité exige de reconnaître la limite de mon influence. Accepter que, bien que mes actions comptent, le dénouement sera toujours une combinaison de ce que je fais et de ce que je ne peux pas prévoir. Cette acceptation, au lieu de me fragiliser, est ce qui me libère. C'est la ligne qui sépare l'obsession de l'équilibre. Le stoïcisme ne demande pas de résignation, mais une confiance active. Il ne s'agit pas de croiser les bras en attendant que tout se règle tout seul, mais d'aligner l'effort avec la réalité, sans forcer ni saboter le processus. Faire confiance à l'ordre naturel de la vie, c'est abandonner le rôle de marionnettiste et assumer celui d'un participant lucide qui fait sa part, et ensuite lâche prise. Quand j'essaie, je remarque que la peur de perdre le contrôle se transforme peu à peu en une étrange tranquillité, comme si cesser de lutter contre l'inévitable me redonnait une énergie qui était auparavant séquestrée par l'inquiétude. Cette énergie se transforme en clarté, et à partir de là, les décisions pèsent moins, les erreurs ne m'écrasent pas, et les réussites ne m'enivrent pas d'illusions d'omnipotence. Fais confiance au processus, pas au résultat. C'est la phrase que je me répète lorsque l'impulsion de tout contrôler menace de revenir. J'observe que lorsque je permets aux choses de suivre leur cours, sans manipuler chaque variable, la vie me surprend souvent de manières impossibles à planifier. Il y a un rythme souterrain dans les événements, une intelligence qui se manifeste lorsque je cesse d'interférer par peur. L'ordre naturel est ce mécanisme silencieux qui équilibre ce qui semble chaos en surface. Les stoïciens parlaient du logos, ce principe directeur qui organise l'univers. Aujourd'hui, je pourrais dire que c'est la confiance que chaque expérience a sa place, même si je ne comprends pas pourquoi sur le moment. L'univers s'ordonne tout seul, toi, ordonne-toi simplement. Cette phrase courte, presque brutale, me rappelle que l'effort authentique est interne, pas externe. La clé est d'observer mes propres résistances, de réaliser comment la tentative de contrôler n'est qu'une stratégie d'autodéfense face à la peur. Si j'accepte cette peur sans la cacher, ni la déguiser en rationalité, je commence à lâcher prise. Le détachement devient alors une conséquence naturelle de la confiance, pas une pause forcée. Je fais confiance parce que je sais que ce qui m'appartient vraiment ne peut être arraché par aucune circonstance externe. Et ce qui ne m'appartient pas, même si je le poursuis avec désespoir, m'échappe inévitablement. L'abondance ne vient pas à ceux qui luttent contre la vie, mais à ceux qui s'entraînent à couler avec elle sans perdre leur centre. Quand je cesse de lutter contre l'ordre naturel, je cesse de vivre en dette envers ma propre tranquillité. C'est l'investissement le plus rentable, faire confiance et lâcher prise. Parce qu'au final, seul celui qui ose faire confiance se repose vraiment. 5. Pratique la gratitude sans attente. À la fin de la journée, alors que tu enlèves tes chaussures et laisses tomber tes vêtements sur une chaise, il y a un instant où le silence s'installe dans la pièce. La lumière tamisée dessine des ombres sur le mur. L'air sent quelque chose de familier. Peut-être le détergent des draps, le dernier café de l'après-midi, le parfum de quelqu'un qui n'est plus là. Et tes mains restent immobiles, posées sur tes cuisses, comme si elles ne savaient pas très bien quoi faire. Il n'y a rien de spécial qui se passe, juste la fin d'une journée de plus, la routine habituelle. Pourtant, là, dans cet espace presque invisible entre l'épuisement et le repos,
apparaît une décision que la plupart des gens négligent. Remercies-tu pour ce qui a été ou t'arrêtes-tu pour énumérer ce qui a manqué? Tu n'as pas besoin de cérémonie ni de grands discours. Il suffit du geste simple de regarder tes propres pieds, reconnaître qu'ils t'ont amené jusqu'ici, sentir le battement constant dans ta poitrine et accepter que, même si tout ne s'est pas passé comme tu l'espérais, tu es toujours debout. C'est le terrain fertile où la gratitude peut s'enraciner, mais seulement si elle est sincère, seulement si elle se pratique sans attendre rien en retour. Le piège le plus courant est de transformer la gratitude en une monnaie d'échange, une sorte d'investissement émotionnel, en attendant des dividendes invisibles. Je remercie pour que demain tout se passe mieux. Je remercie parce que ainsi, on m'a dit, l'univers me le rendra. Ce n'est pas ainsi. La gratitude authentique ne négocie pas, ne calcule pas, n'exige pas. Elle ressemble davantage à nettoyer un verre sale. Cela ne change pas la réalité, mais cela change la façon dont tu la vois. Lorsque tu remercies sans attendre de récompense, c'est comme si tu aiguisais l'instrument avec lequel tu perçois le monde. Le café du matin ne devient pas plus cher, mais son goût s'intensifie. Le sourire fugace d'un inconnu ne change pas ton destin, mais te rappelle que tu es toujours connecté à l'humanité. Tu n'as pas besoin de faire semblant que tout est parfait, ni de te forcer à ressentir de la gratitude pour ce qui fait mal. Il suffit de ne pas négliger ce que tu as déjà. C'est là le véritable entraînement. Observer, remarquer, laisser le reconnaissance surgir sans pression. Il y a une usure silencieuse dans l'acte de remercier en attendant des résultats. C'est comme porter un sac à dos invisible chaque fois que quelque chose ne s'améliore pas. Chaque fois que la gratitude ne fonctionne pas comme tu l'espérais. Ce poids, cette déception, te serre la poitrine, te vole la légèreté. Le stoïcisme est brutal à ce point. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu reçois, mais la disposition intérieure avec laquelle tu te relis au présent. Tu ne remercies pas pour manipuler l'avenir, tu remercies pour te réconcilier avec ce qui est déjà. Le geste de dire merci, mentalement ou à voix basse, pour un repas simple, pour une conversation honnête, pour le simple fait de respirer sans douleur, est ce qui reprogramme peu à peu ta façon de traverser la vie. La gratitude est une forme d'intelligence, et celui qui la pratique sans attente entraîne son regard à détecter la richesse là où d'autres ne remarquent que la routine. Il est très difficile d'abandonner l'espoir secret que la gratitude va tout résoudre. L'esprit continue d'essayer de négocier, cherchant des garanties, attendant des miracles. Mais là se trouve la différence entre la gratitude stoïque et la gratitude naïve. L'une accepte la réalité, l'autre la manipule. Choisis la première. Si tu remercies le repos même si le travail de la journée n'est pas terminé, si tu remercies l'affection même si la relation n'est pas parfaite, si tu remercies le simple fait d'avoir surmonté une petite difficulté, tu es en train d'entraîner un muscle mental qui ne dépend pas du résultat. C'est cela le véritable détachement. Remercier même s'il n'y a pas de récompense. Reconnaître la valeur du petit sans exiger qu'il se transforme en quelque chose de plus grand. Ce soir, avant de dormir, prends une demi-minute pour passer en revue sans hâte 3 choses qui se sont produites aujourd'hui. Une que tu as trouvée difficile et que tu as surmontée. Une que tu tenais pour acquise et qui est toujours là. Une que tu n'as jamais demandée et qui t'a pourtant été donnée. N'attends pas que demain soit meilleur simplement parce que tu remercies. Fais-le parce que ta dignité réside dans la façon dont tu interprètes le présent, pas dans ce que tu reçois en retour. Là, dans cette habitude silencieuse, dans cette gratitude sans attente, se trouve la porte d'entrée vers l'abondance réelle. Remercie sans regarder l'horloge. Car seul celui qui remercie sans condition se libère du poids du manque et peut enfin reposer en paix. 6. Laisse la sérénité ouvrir des chemins. La sérénité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si tu crois encore que le calme est réservé à ceux qui ont déjà réussi, à ceux qui prétendument n'ont pas de problème, tu te mens à toi-même. Le manque de sérénité est le mécanisme exact qui te maintient bloqué, répétant des schémas,
justifiant tes échecs par des histoires de malchance ou de circonstances impossibles. Ce n'est pas le monde qui te bloque les opportunités. C'est toi-même qui fermes des portes avec ton agitation, ta méfiance, ta manie d'anticiper le pire. L'anxiété ne te prépare pas, elle te paralyse. La tension ne te pousse pas en avant, elle t'épuise. Il faut le dire clairement, la sérénité est la seule condition réelle pour que de nouveaux chemins s'ouvrent, car un esprit en guerre ne sait que détruire ce qu'il touche. Celui qui ne cultive pas la sérénité sème des obstacles. C'est la vérité qu'il faut accepter avant de chercher des solutions magiques. Beaucoup vivent convaincus que la vie est une succession d'obstacles à surmonter à force de nerfs et de vitesse, comme si la seule façon d'avancer était de pousser toujours un peu plus fort. Cette mentalité est la recette parfaite pour l'épuisement et la médiocrité. La peur te vend l'idée que si tu t'arrêtes, si tu lâches prise, tu vas rester en arrière, tu vas rater quelque chose d'important. Mais c'est tout le contraire. La précipitation aveugle, l'anxiété déforme et le bruit intérieur te rend incapable de voir les raccourcis, les sorties, les véritables opportunités. Celui qui agit depuis la sérénité voit ce que les autres ignorent. Il peut distinguer entre l'urgent et l'important, entre ce qui construit et ce qui ne consomme que de l'énergie. Ce n'est que depuis le calme que tu peux détecter les portes que le stress te maintient fermées. La sérénité est le levier invisible. Sans elle, tout effort devient maladroit, toute décision est remplie d'erreurs prévisibles. Ne te trompe pas. La sérénité n'est pas passivité ni résignation. C'est la capacité de rester lucide au milieu de la pression, de ne pas réagir par impulsion ni par besoin de prouver quoi que ce soit. Celui qui maîtrise son calme devient imprévisible pour la peur. Pendant que les autres s'épuisent à rivaliser en surface, tu économises de l'énergie pour les mouvements qui comptent vraiment. C'est aussi simple que cela. La sérénité ouvre des chemins parce qu'elle te permet de voir au-delà de la panique immédiate. Elle te donne une marge de manœuvre, elle te permet de choisir avec clarté. La plupart échouent non pas par manque de talent, mais par manque de sérénité dans les moments critiques. Tu n'as pas besoin de plus de volonté ni de plus de plan, tu as besoin d'entraîner le muscle de l'équanimité. Et cet entraînement est brutal, car il t'oblige à lâcher ton addiction au drame, à cesser de justifier tes erreurs par la pression externe. L'auto-tromperie la plus dangereuse est de penser que la sérénité viendra lorsque tout sera résolu. Cela ne va pas se produire. C'est l'inverse. Ce n'est que lorsque tu cultives la sérénité que le désordre externe commence à s'organiser. Sénèque le dit clairement, celui qui attend que la mer se calme pour cesser de lui faire peur ne quitte jamais le port. C'est ton état interne qui modifie l'environnement et non l'inverse. C'est pourquoi la prospérité arrive lorsque tu cesses de te battre contre ce que tu ne peux pas changer et que tu te concentres sur ce que tu peux gouverner. Ton attitude, ton approche, ta façon d'interpréter ce qui se passe. La sérénité ne t'isole pas, elle te donne accès à des ressources internes que la plupart ne savent même pas qu'elles existent. La vision s'élargit, les solutions apparaissent, et l'abondance coule comme conséquence de cette clarté. Cesse d'utiliser l'anxiété comme excuse, personne ne va te donner la sérénité. C'est une conquête quotidienne. Une discipline que tu entraînes chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu t'arrêtes avant de lâcher une plainte ou un jugement automatique. Tu n'as pas besoin d'attendre des signes de l'univers. Tu dois forger le caractère nécessaire pour que n'importe quelle circonstance devienne un terrain fertile. La sérénité est la clé maîtresse. Si tu ne l'as pas, ne te plains pas que les portes restent fermées. La prospérité naît dans l'esprit qui sait attendre, qui résiste à l'impulsion de se saboter et qui ose faire confiance à son propre processus. C'est ainsi que s'ouvrent les chemins que la peur te refuse. 7. Cultiver la cohérence entre l'esprit et l'action. Certaines personnes avancent dans la vie comme si elles avaient deux engrenages internes tournant dans des directions opposées. Ce qu'elles pensent et ce qu'elles font ne s'alignent jamais vraiment. Le résultat est une usure silencieuse, presque comme un moteur qui consomme plus d'énergie qu'il n'en produit.
laissant à la fin de la journée une sensation d'épuisement disproportionnée par rapport à l'effort réel. Cette dissonance, cet écart entre ce que votre esprit reconnaît comme précieux et ce que vos actes finissent par exécuter, est l'un des principaux drains de votre abondance intérieure. Ici, peu importe la quantité d'objectifs que vous vous fixez, ni l'intensité avec laquelle vous poursuivez vos buts, mais plutôt l'alignement entre vos principes et vos mouvements quotidiens. Lorsque l'esprit va d'un côté et les actions de l'autre, toute possibilité de prospérité se dilue dans des contradictions invisibles, dans de petites trahisons quotidiennes qui, bien qu'elles semblent inoffensives, accumulent une dette dans votre compte émotionnel. La cohérence n'est pas une qualité tape à l'œil, ni un talent réservé aux virtuoses. C'est avant tout un exercice d'honnêteté brutale. Analysez-le. Chaque fois que vous retardez une décision que vous savez nécessaire, chaque fois que vous acceptez un engagement qui ne correspond pas à vos valeurs, chaque fois que vous agissez par inertie et non par conviction, une micro-fracture se produit dans votre structure interne. Cette fracture ne se remarque pas immédiatement, mais elle finit par affaiblir votre caractère et par intoxiquer le flux de sérénité dont vous avez besoin pour que l'abondance ait de l'espace. Votre prospérité est liée à votre congruence. Si vos paroles et vos actes se bifurquent constamment, l'univers et votre propre esprit cessent de vous faire confiance en tant que canal de réalisation. Car la confiance, même la confiance en soi, ne se construit pas avec des discours, mais avec des actes répétés qui confirment ce que vous dites être. L'analyse approfondie de ce phénomène révèle un cycle vicieux. Plus vous vous trahissez dans les petites choses, plus il devient difficile de vous maintenir dans les grandes. L'esprit apprend vite et en détectant que vos actions contredisent vos idéaux, il commence à se méfier de vos intentions futures. Le résultat est double. Vous perdez de l'énergie à essayer de vous justifier et surtout, vous perdez la clarté pour décider du prochain pas. C'est ici que la plupart des gens restent bloqués à répéter des schémas, piégés dans la même boucle de promesses brisées et d'excuses sophistiquées. L'incohérence est le filtre sale qui déforme votre vision, non du monde, mais de vous-même. Lorsque vous vous habituez à cette distorsion, même l'abondance la plus évidente passe inaperçue, car votre attention se fragmente entre le désir de changer et la peur d'être honnête avec ce que vous faites réellement. La solution n'est pas grandiloquente, ni ne nécessite des efforts titanesques. C'est une discipline quotidienne d'observation et d'ajustement. Demandez-vous, et ce sera la seule question rhétorique de ce bloc, mes actions reflètent-elles vraiment ce que mon esprit considère comme important? Ou suis-je simplement en train de jouer à l'auto-justification? La carte mentale que vous devez construire ne repose pas sur des routes imaginaires, mais sur l'examen constant de vos propres mécanismes internes. Détectez où vous faites des concessions au confort, où vous vous sabotez avec de petits mensonges, où la peur du jugement des autres vous fait abandonner vos propres limites. C'est là que commence le véritable travail. La cohérence est l'architecture invisible sur laquelle repose toute prospérité durable. Sans elle, tout n'est qu'apparence. Avec elle, même les ressources les plus modestes se transforment en richesses durables. L'entraînement à la cohérence n'est pas confortable, car il exige de sacrifier l'image et d'embrasser la vérité. Mais c'est ici que se distingue celui qui cherche une abondance réelle de celui qui ne la désire que superficiellement. Un esprit cohérent est un esprit en paix avec lui-même, capable de soutenir des décisions difficiles sans vaciller sous la pression extérieure. La cohérence est une force accumulée. C'est une phrase qui mérite d'être retenue chaque fois que vous hésitez entre l'impulsion et le principe. Si vous voulez prospérer, cessez de négocier avec vos valeurs et commencez à agir comme si chaque petit geste était un investissement direct dans votre propre équilibre. Parce que c'est le cas. L'univers répond à l'intégrité, pas à l'apparence. Lorsque vous cultivez cet alignement, vos décisions prennent du poids, votre parole retrouve de la valeur et l'abondance, loin d'être une promesse abstraite, devient une conséquence logique de votre propre ordre interne. 8.
Repose-toi avec détachement et pleine confiance. Se reposer n'est pas fuir, c'est faire confiance. C'est le véritable filtre qui sépare ceux qui s'épuisent à essayer de forcer le destin de ceux qui, à la fin de la journée, peuvent lâcher prise et se livrer à la nuit sans culpabilité, sans compte à rendre à leur propre tribunal intérieur. Il y a une croyance silencieuse qui te sabote, l'idée que si tu ne gardes pas l'esprit en alerte jusqu'à la dernière minute, quelque chose va échapper, que l'univers récompense la vigilance constante et punit le repos. Mais ce que tu obtiens en maintenant cette tension, c'est hypothéquer ta paix pour payer une dette imaginaire. Le corps se couche, mais l'esprit continue de travailler dans l'obscurité, révisant des erreurs, amplifiant des menaces, ruminer des possibilités qui n'existent pas au-delà de ton besoin de contrôle. C'est là que le repos devient un champ de mine, non pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause des mécanismes internes qui ne te permettent pas de lâcher prise sur la journée. Le véritable détachement commence lorsque tu réalises que se reposer n'est pas perdre du temps, mais investir dans la seule énergie que tu peux réellement gérer, ton état intérieur. Tant que tu crois que le contrôle absolu est une vertu, tu dormiras avec le poing fermé, comme si tu pouvais retenir la vie entre tes doigts. Cet épuisement n'est pas de la force, c'est une fatigue mal gérée. Il ne s'agit pas de se résigner ni d'ignorer les difficultés, mais d'abandonner la fantaisie que l'insomnie et l'inquiétude anticipée te rendent plus responsable ou plus précieux. Le repos authentique est un geste radical de confiance. C'est dire à l'esprit que pour aujourd'hui, c'est suffisant, que la dignité ne réside pas dans l'obsession, mais dans la capacité à se rendre à ce que tu ne peux pas changer. Celui qui ne sait pas lâcher prise ne se repose jamais vraiment. C'est la ligne que peu de gens veulent regarder en face. Il y a une discipline silencieuse à apprendre à clore la journée sans traîner les ordures mentales au lendemain. Ce n'est pas un talent, c'est un entraînement brutal d'honnêteté. Reconnaître quand tes pensées n'apportent plus rien, quand l'inquiétude n'est qu'un mécanisme automatique qui te maintient accroché à la peur. Le repos conscient ne se produit pas par accident. C'est une décision inconfortable de laisser l'univers suivre son cours pendant que tu te retires et permets à ton corps et à ton esprit de se réparer. C'est là que le détachement devient un outil pratique, pas un concept abstrait. Tu choisis de faire confiance même sans garantie. Tu choisis de lâcher prise sur le contrôle même si l'incertitude demeure intacte. Parce que la confiance n'est pas de la naïveté, c'est la maturité de celui qui a compris que la vie s'organise mieux quand on cesse d'interférer par peur.